Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. La vidéo du jour est en fait une rediffusion d'un live que j'ai donné sur Instagram avec Bertrand Gimonet. Donc on va y parler du syndrome du bébé secoué. Alors malheureusement on a été coupé, donc tu verras la vidéo un petit peu en deux parties. J'espère que ça ne te dérangera pas plus que ça. Je te souhaite un bon visionnage et n'hésite pas à commenter et à t'abonner. Belle journée à toi. Je me présente rapidement. Donc, je suis Bertrand Gimonet. Merci Céline de m'inviter pour ce live. Merci à toi d'avoir accepté. 46, 46 ans, 4 enfants. J'habite dans l'est de la France. J'interviens ici puisque en 2014, il y a 8 ans, j'ai perdu mon deuxième enfant Tom suite à des maltraitances effectuées par sa nourrice, son assistante maternelle. Et donc, cette maltraitance est connue sous le nom du syndrome du bébé secoué. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté ton invitation à parler de cette maltraitance, confirmer ce que c'est, sa définition, Mm, parler un peu plus en détail, et puis parler surtout des messages de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter mm. de secouer son enfant? Comment on peut aider les jeunes parents ou les professionnels de la petite enfance pour arriver à ce geste violent qu'est le syndrome du bébé secoué? Mm. Et moi, je trouvais ça important de t'inviter parce que je suis moi-même maman de quatre enfants et qu'à la base, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et qu'on n'en a jamais parlé, ou alors je m'en souviens pas. Mais pour moi, c'est important justement que, en tant que professionnel, on soit au courant justement pour faire de la prévention ensuite dans les structures d'accueil petite enfance parce que ça, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde et ça ne devrait pas. Alors, alors là, le souci, enfin en France, la maltraitance, c'est un sujet extrêmement tabou, surtout la maltraitance infantile. On le voit bien avec l'inceste, la pédophilie et autres. C'est extrêmement compliqué de faire ouvrir les yeux, que ce soit pour le tout public, mais aussi pour les professionnels de santé. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il est important d'en parler. C'est pour ça que beaucoup de gens n'entendent pas, malgré des messages de prévention. En janvier dernier, on a eu la première campagne nationale de sensibilisation qui a permis d'en parler et d'avoir un spot spécifique, d'avoir dans les médias le relais aussi associé pour parler de ce syndrome et de cette maltraitance. Malheureusement, comme toute maltraitance, il faut en parler quotidiennement, régulièrement, puisque c'est au fur et à mesure des communications, des actions de terrain quotidiens qu'on va arriver à faire baisser. Il ne suffit pas de dire c'est pas bien de maltraiter son enfant, que par miracle, en un claquement de doigts, on va réduire ce fléau. Donc c'est bien Non, je pense que l'accompagnement. ça se joue, oui, à plusieurs niveaux. C'est pas juste d'en parler, effectivement, parce que quand on voit encore tout ce qui tourne autour de la loi anti-fessée, alors que c'est pas son vrai nom en plus, et qu'on entend toujours j'ai pris des fessées et j'en suis pas mort. Voilà, je pense que c'est des choses qui sont encore très ancrées et qui ont vraiment besoin d'être beaucoup répétées et qu'on montre aussi l'impact que ça a. Tout à fait. C'est la répétition du message qui va faire permettre de prendre conscience. C'est comme ça que ça marche. Et ce qu'on a vu aussi au Canada, qui est un pays bien en avant-garde par rapport à la France, qui a pris le sujet beaucoup plus tôt que nous, et qui a montré que c'est en multipliant tous les discours qu'on arrive à euh, toucher le jeune public, les jeunes parents, les professionnels de santé, de la petite enfance, à tous les niveaux, parce que chacun a une brique à apporter à la prévention, comme Mm. pour les élus, comme pour la protection maternelle infantile, les conseils départementaux, etc., les hôpitaux. Et je pense que c'est toutes ces petites actions qui font qu'on va réussir à faire avancer, à faire avancer. Alors, malheureusement, pour moi, ça va pas encore assez vite, puisque je vois encore beaucoup trop de bébés secoués. Mais je peux le dire en 2022, il y a du progrès par rapport à ce que c'était en 2014. Ouais, j'ai l'impression Et que ça, on en parle un peu plus, mais tu vois, justement, pour rebondir à ce que tu dis, il y a Marie qui demande comment un sujet qui touche les enfants peut être un tabou. alors, aujourd'hui,
enfin, comment essayer de trouver les bons mots pour faire comprendre. Aujourd'hui, quand on parle d'enfants, de bébés, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. Donc on devrait aujourd'hui porter toute notre attention. Je pense que c'est le cas, mais dès que ça va toucher à une maltraitance, c'est pas bien de maltraiter un bébé. Comment c'est possible? Comment est-ce possible d'arriver à faire du mal à un bébé, à le frapper, à le secouer, à le violer, etc. Et je pense de l'être humain, en ayant cette réflexion-là, ça le choque, ça l'écœure. Il ne veut pas en entendre parler, c'est déjà dur. On peut dire qu'un enfant, on l'a assassiné, on l'a tué, on l'a violé. Donc c'est aussi une réaction de protection qu'il peut avoir. Mhm. Ça, c'est la première chose. Puis une réaction de dire non, c'est pas possible. On ne fait pas de mal à un bébé, à un enfant. Donc, déjà, il se conditionne euh, pour dire bah non, ça peut pas exister. C'est ce qu'on a chez les professionnels de santé dans la détection. Des fois, on se rend compte qu'ils se disent en premier lieu bah non, ça peut pas être ça, c'est une maladie ou autre chose. C'est pour ça que des fois, on a des diagnostics faits tardivement, Mhm. entre autres. Donc c'est ça. Et puis après, bah, si on veut pas le voir, donc ça doit rester dans un cercle familial, ça doit rester, euh, on en parle à voix basse. Euh, enfin, quand un parent va gifler son gamin dans un centre commercial ou un trottoir, on aura plus tendance les gens à changer de trottoir, à regarder ce qui se passe, qu'à aller porter secours à l'enfant. Et c'est une réaction totalement différente quand il y a un adulte. Une femme va se faire agresser, Mhm. on aura peut-être plus tendance, au contraire, à aider. Mais pour l'enfant, c'est différent. Ça, c'est la mentalité un petit peu française. Dans d'autres pays, c'est totalement différent, où l'enfant est placé vraiment au centre des préoccupations de la famille. Donc, ce qu'on n'a pas généralement en France aujourd'hui, bah, c'est l'enfant, bah, c'est la suite euh, d'un couple, une vie amoureuse, d'un désir, etc. Et on met comme le troisième, le pion de la famille, le deuxième, troisième après qui arrive. Alors que dans d'autres cultures africaines ou africaines, c'est vraiment le cœur euh, du village, le cœur de la famille, le cœur des préoccupations. Alors j'exagère un peu, je dis pas que les Français ont rien à faire des bébés du tout, c'est pas ça. Et je pense que ton implication est là pour prouver Mhm. que c'est important et que j'en vois beaucoup de parents aussi. Mais c'est un petit peu cette connotation que je vois, que je peux avoir dans d'autres pays. Mais est-ce que ce serait pas aussi dû à un changement de la société? Quoi, moi, je me rappelle qu'en formation d'éducatrice, justement, on avait vu un peu l'histoire de la vision de l'enfance et de l'enfant, où justement, on a un peu mis de côté l'enfant, parce qu'il y avait un taux de mortalité quand même assez important, 19e siècle et avant, où justement, comment dire ça? On s'impliquait moins justement avec les tout petits parce qu'on savait qu'il y avait un risque de décès. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, mais ça c'est le 19e siècle, etc., où aujourd'hui on avait une mortalité à la naissance, aussi pour les mères, parce que bah, aujourd'hui les connaissances médicales, le suivi, etc., n'étaient pas là. Mhm. Pour autant, moi je me souviens en collège, j'étais dans une conférence, donc ça date maintenant une vingtaine d'années, au moins, et que la France, en taux de mortalité, était un des plus élevés d'Europe. On était le mauvais élève. Et 20-25 ans après, on se retrouve dans cette situation. Pareil. Aujourd'hui, on se rend compte depuis 8-10 ans qu'encore le taux de mortalité continue à augmenter, quelle que soit la cause. Donc ça c'est vrai. Après, il y a un fait aussi dans notre société, c'est le boulot, la Mhm. mentalité française. On a des rares pays en Europe où on va confier son enfant dès 2 mois et demi, deux mois et demi, à une crèche, à une assistante maternelle agréée, une babysitter ou un organisme privé. Il y a d'autres pays euh, européens où le couple a plus de temps pour dans son congé parental, que ce soit pour la mère ou pour le père, possibilité d'avoir des congés parentaux de 6, 12, 18 mois pour s'occuper de l'enfant. Il y a aussi un effet de société que dans certains pays, Espagne par exemple, du Sud, où on a les grands-parents vivent
dans le même foyer Mm. que le couple, qui peuvent s'occuper de l'enfant. Et nous, en France, non. Faut reprendre le boulot. Moi j'ai connu les 11 jours plus 3 jours de congé Oui, paternité. oui, moi aussi. Euh, voilà. On reprend le boulot, et puis on doit trouver un mode de garde, et puis c'est boulot, dodo, bébé, biberon, dodo, comme on peut, et c'est ça. Alors que dans d'autres pays, ben, j'ai ma sœur qui habite au Canada, les crèches publiques, c'est à partir des 18 mois. Mm. Voilà, donc on a un contexte aussi de vie en France qui fait qu'on a une relation avec l'enfant, le bébé, le parent, le travail, la société totalement différente, qui, je pense, ne va pas favoriser euh, le bon éveil, mais favoriser le bien-être de l'enfant. Je ne peux pas dire qu'on maltraite plus que d'autres. En Belgique, ils ont 54 bébés secoués maximum par an. En Suisse, c'est pareil, une vingtaine de cas. Nous, on a un ratio qui est bien plus important. Alors, il y a sûrement des effets de bord de notre façon de vivre, Mm. ça c'est sûr, de façon d'écuyer notre enfant, de savoir gérer nos émotions, etc. Et de l'accompagnement qu'on peut avoir. Voilà. Je pense que c'est important. Alors, je ne veux pas avoir un discours de culpabilité, puisque ce qui est important, et c'est surtout dans la prévention du syndrome du bébé secoué, c'est de déculpabiliser les parents, les gens, tout public, par rapport à ça. Parce que ce qui est important dans ce live, c'est pas accumuler des notions de dire le syndrome, la maltraitance c'est pas bien, etc. Non, c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut. Non, et puis on le euh, sait que c'est pas bien. oui, on sait qu'il y a malheureusement ça arrive, mais c'est que je pense que c'est l'accompagnement, l'information, accompagner, prévenir, c'est important. Et c'est ça qui fait réussir. C'est pas en mettant sur les paquets de cigarettes, fumer, ça tue, secouer, ça tue. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Mm. C'est la communication, informer, accompagner. C'est plus facile pour certaines familles, pour des femmes isolées ou des pères isolés, etc., que d'autres. Que certaines régions, on sait qu'il y a, en dehors du syndrome du secoué, qu'on maltraite plus que d'autres, Mhm. d'accord, aussi. Et donc, il y a tout ce contexte-là. On ne peut pas regarder que le syndrome du secoué que localement, parce que c'est aussi national ou régional ou départemental que ça doit être fait. Mais du coup, ça me fait penser à une question. Tu vois, tu dis qu'il y a des différences en fonction des régions. Est-ce qu'il y a des études qui ont montré s'il y avait des différences aussi en fonction des classes sociales? Alors, sur le syndrome du secoué, aujourd'hui, ça touche toutes les classes socio-économiques, intellectuelles, ce qui Ok. rend plus difficile la prévention. Mm. On ne sait pas dire, eh ben, c'est plus les avocats que les ouvriers, que l'ingénieur, que le boulanger, etc., qui va plus secouer. Oui, on pourrait pas Ça dire que c'est touche plus des personnes défavorisées que autre chose. En fait, on peut pas le dire pour tout, l'instant. non, tout à fait. Après, on a des facteurs à risque, que ce soit pour les adultes comme pour les Mm. enfants. Une mère isolée, sans emploi, un contexte social extrêmement difficile, qui peut avoir des violences conjugales, on sait que ça accentue, ou une dépendance par exemple à une drogue. Euh, Ça peut être euh, donc ça c'est ce qu'on a régulièrement au niveau des adultes. Après pour les enfants, on sait que les garçons sont plus secoués que les filles. Et généralement quand maltraitance, on fait plus de mal à un garçon qu'à une fille. Après on sait qu'on a des prématurés qui sont plus secoués. On sait que les enfants handicapés sont beaucoup plus secoués et maltraités. Les enfants qui peuvent avoir des pathologies médicales, un reflux gastro-œsophagien ou une maladie qui demande une attention particulière. Voilà. En fait, tous des contextes qui peuvent rendre difficile la vie de famille, l'isolement et la gestion de l'enfant. Ok. Aujourd'hui, pourquoi on secoue un enfant? Aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est la mauvaise gestion de la colère de l'adulte associée à la compréhension des pleurs du bébé ou des besoins du bébé qui va amener un acte de maltraitance et majoritairement un acte de secouement. On va le jeter sur le lit, on va le jeter contre le mur, ou on souvent dire on va le jeter par la fenêtre, mais on va le secouer. On va pas donner de coups de poing nécessairement, de gifles, etc. Il y a des cas, mais c'est très très rare. On n'a pas la même relation entre nous adultes, entre un enfant et un adulte quand on est énervé. Le volume
qu'un bébé représente est beaucoup plus faible qu'un adulte. Un adulte a tendance à l'empoigner, lui donner des coups de pied, des coups de poing, des baffes, qu'un enfant non. On va le prendre, et puis il est petit, il y a quelques mois, et on a tendance à le secouer violemment. Voilà. Est-ce qu'il pourrait paraître moins violent que de mettre un coup de poing? Je pense, oui, hein, on pourrait penser, mais c'est aussi Ouais, violent, dans la voire plus violent. représentation. Je veux dire, fermer les poings et taper, je pense que ça paraît plus violent que de secouer. Oui, mais du fait que ce petit volume qu'on a entre les mains, on va pas avoir, on n'a pas cette facilité à l'attraper et puis à le cogner Mm. facilement. C'est comme on prend un coussin, on a plus tendance à vouloir le jeter euh, que donner des coups de pied ou des coups de poing. Voilà. Après, on parle de violence. Euh, Juste une petite définition pour que les gens se rendent compte un petit peu ce qu'est le syndrome du Bessekoué. Donc, c'est un traumatisme crânien non accidentel, volontaire, donc infligé par un adulte. C'est important. Euh, à l'hôpital de Besançon, quand Tom était hospitalisé, le corps médical nous disait c'est comme si votre enfant avait subi 30 G. Un pilote d'avion de chasse, c'est 8-9 G. Ouais. Bon, moi je suis pas pilote de chasse ni pilote de Formule 1, c'est un peu compliqué. Et avec le professeur Jean-Sébastien Roll avec qui je travaille, il expliquait, et ce qu'il a dit aussi dans notre procès, c'est que pour le cerveau du bébé, c'est comme s'il se prenait un choc frontal en véhicule à plus de 90 km/h. Ouais. Mais imaginez-vous rouler en véhicule, prenez un arbre. Donc les dégâts qu'on peut voir sur un cerveau, ce sont les mêmes dégâts quand on compare avec un adulte dans des accidents sur autoroute à très haute vitesse, à plus de 200 Mm. km/h. On a les organes qui explosent, si je puis dire, dans le corps humain. Et c'est la même chose pour le cerveau. En fait, quand on va empoigner le bébé par le thorax, sous les aisselles ou par les bras, par exemple, on va le prendre, puis on va faire un mouvement de va-et-vient, par exemple d'avant en arrière, on va le secouer comme un prunier, et sous ce mouvement de violent de va-et-vient, ben, la tête du bébé va faire un ballonnement d'avant en arrière, extrêmement élevé, il va taper contre la tâche thoracique, et puis extré extrêmement fort va aller en arrière. Et donc sous ce mouvement extrêmement violent, il faut penser que le cerveau du bébé il est immature, il n'occupe pas la totalité du volume de la boîte Mm. crânienne, donc il y a de l'espace entre les os de la boîte crânienne et le cerveau, donc il va bouger aussi, comme avec une cacahuète qu'on la prend, comme avec une noisette, on la prend, et on va se rendre compte que ça bouge à l'intérieur, et ça va taper, choquer les os de la boîte crânienne, donc créer des œdèmes. Dans ce mouvement extrêmement violent de va-et-vient, ben on va voir les veines ponts, les vaisseaux sanguins vont se déchirer, se casser, qui va créer des saignements, ce qu'on appelle des hématomes sous-duraux. Et puis dans ce même mouvement, le cerveau c'est un organe mou qui va se bouger sur lui-même, puis on va casser des liaisons neuronales entre autres. On peut avoir aussi de l'impact sur la moelle épinière, on peut avoir aussi sous ce secouement très violent, le globe oculaire aussi va secouer. On va créer des hémorragies rétiniennes, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement vraiment de va-et-vient extrêmement violent pour un enfant. Il n'y a pas de dire je secoue un petit peu pas fort et beaucoup fort. Un seul secouement aujourd'hui, un impact immédiat sur le cerveau de l'enfant. Et quand on tape le cerveau, on touche le cerveau, on ne sait pas le réparer. Et aujourd'hui, donc, on a obligatoirement des conséquences. Donc, quand je secoue l'enfant parce qu'il pleure, j'en peux plus, je suis exaspéré, j'ai eu une journée terrible, j'ai pas dormi depuis 2 jours, mon mari m'embête, j'ai des soucis, j'ai d'autres enfants que je garde, j'y arrive plus, et on va vouloir le calmer. Donc on va le prendre, on va le secouer, et cette secousse est tellement forte que l'enfant va être, ça va le mettre KO, net, et peut provoquer aussi un arrêt respiratoire tellement violent, dans le pire des cas. En Et fait, il va le être, piège, c'est que comme ça se voit pas physiquement, la personne ne se rend pas forcément compte. Parce que si tu mets une gifle,
va y avoir une trace sur le visage si tu tapes le visage. Oui, Alors que alors, là, concrètement, tu le vois pas, ou alors tu le vois plus tard, ou en, tu te rends pas en fait, forcément compte de ce qui se passe. ce qui est, oui, tu vois, il y a des choses qu'on peut voir, mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est aussi au niveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Mais ce qu'il faut penser, c'est que quand l'adulte est en colère, il explose, euh, il va le secouer, ça va le calmer l'enfant, donc il va se rendre compte que ça marche. Mm. Coup de chance, l'enfant, il respire encore, et même s'il est livide, tout mou, etc., il est KO. Et puis voilà. Et puis c'est pour ça, malheureusement, qu'on va avoir des cas de récidive. C'est que Oui, ça me là, fait ça un peu marche une penser. fois. Du coup, ça me fait penser justement à la notion de caprice. Bah, en fait, il avait besoin d'être secoué, il a fait un caprice, bah là, ça marche, il se tait maintenant. Un peu, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça que l'enfant va être, on sait, hein, plus de la moitié des cas, dans plus de la moitié des cas, les bébés secoués sont secoués une fois, deux fois, trois fois. Et ce que dit la campagne de sensibilisation, ça peut aller en moyenne jusqu'à 10 fois. Donc à chaque Mm. fois qu'on secoue l'enfant, on casse encore plus Mm. des zones neurologiques, on fait plus de dégâts sur le cerveau. Donc c'est encore plus dramatique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi une notion extrêmement importante parce que l'enfant, ses conditions, son niveau de santé se dégradent. Donc il est important de détecter au plus tôt ces premiers secours, parce que souvent des bébés sont secoués une fois, ils vont être amenés chez un médecin ou aux urgences, et le médecin ou les urgentistes vont passer à côté. C'est ce qui a été mon cas pour Tom. Il a été secoué trois fois, donc les deux premiers secouements, à des dates différentes. Et j'ai d'autres parents, c'est pareil. Euh, leur enfant a été secoué plusieurs fois, ils ont été voir des médecins. Oh, bah, c'est un bébé, il a 2 mois, il est pas bien, bah, un petit virus. Ah, bah, il a vomi beaucoup. Ah, bah, c'est une petite gastro, il traîne quelque chose en ce moment, etc. Et on passe à côté. Ou une allergie à la protéine de lait de vache, qui a été mon cas, etc. Donc ça, il faut pour les professionnels de santé qui savent détecter ces moments, ces signes qu'ils peuvent voir, et ça aller plus loin que la simple maladie et savoir écouter les parents. Mm. Ça, c'est important aujourd'hui. La mère comme le père connaissent leur enfant. Ils se rendent compte qu'il n'est pas dans un état normal, qu'ils se rendent compte qu'on a des pleurs pas normales, pas habituelles, on ne reconnaît pas, qu'il y a des signes. Alors, on parle de signes extérieurs qu'on peut voir. Ça peut être déjà blanc pâle, mais vraiment pâle, comme une feuille, un blanc gris. Un enfant qui est tout mou, comme une poupée de chiffon, ou au contraire, les muscles très contractés, très raides. Ça peut être les yeux hagards, ou alors le bébé qui capte plus les objets extérieurs. Par exemple, souvent on bouge un doudou, etc. Et puis le bébé il rigole parce qu'il capte ça, ou si on se met dans une glace, il se voit, il capte, ben ça on l'a plus. On a plus, on perd cette notion de contact qu'on a avec les éléments extérieurs, ou le père et la mère, ou le petit frère, etc. Donc ça peut être un point. Après, on a d'autres états, ça veut dire que l'enfant va perdre en motricité, ça veut dire qu'à un moment, l'enfant, il tenait assis, il était à quatre pattes, puis d'un seul coup, bah, il fait plus ça. Il a perdu cette capacité motrice, par exemple. C'est des choses qu'on peut voir. Il peut faire des convulsions, par exemple. Ça peut être ça. Après, d'autres aspects, pas nécessairement évidents pour monsieur tout le monde. Donc, vous savez qu'un bébé, jusqu'à 8, 9 mois, 10 mois, les os de sa boîte crânienne ne sont Fontanelle. pas soudés. Donc, on a la fontanelle. Donc, Mm. c'est tout mou. Si on appuie, ça le fait Mm. pas, ça lui fait pas mal. Et on peut avoir la fontanelle bombée, en fait, dû à l'accumulation de sang. Ben, c'est pas parce que la fontanelle est bombée qu'il a été secoué. Attention, il y a d'autres Oui, pathologies autre qui peuvent facteur. amener d'autres facteurs, mais ça peut être ça. Ça peut être autre chose qu'on voit et on va vite le comprendre très bien. C'est une cassure dans la courbe du périmètre crânien. Donc dans le carnet de santé, il y a trois choses qu'on aime bien noter, le poids, la taille, et puis une dernière chose moins intéressante pour nous, c'est le périmètre crânien, c'est-à-dire qu'on fait passer hop, la mètre de couture là, et puis on mesure son périmètre crânien. Ça c'est important puisque ça peut détecter certaines maladies. Et en fait, du fait qu'on est secoué de l'accumulation de sang
Et en fait, les os sont pas soudés, donc c'est assez, pas malléable, mais c'est assez extensible. On peut se rendre compte que l'enfant a pris plusieurs centimètres. Donc en fait, la courbe, elle est comme ça, puis d'un coup, hop, on a une marche. Donc ça peut être un signe qui peut alerter. Donc j'ai dit quelques signes, il y en a d'autres, hein, quelques signes qui alertent, mais attention, c'est parce que votre enfant a fait une convulsion, votre enfant est tout pâle, votre enfant va vomissement manger, etc., qu'il a été obligatoirement secoué. Je Mm. pense que c'est des signes d'alerte qu'on doit avoir, et dans tous les cas, ce qui est important, dans le moindre doute, et quelle que soit la pathologie, maladie ou autre, allez voir son médecin, allez aux urgences. Je pense que ça, c'est Mm. extrêmement important. C'est ce que je Extrêmement. dis Vous souvent connaissez aux votre enfant, parents. Ouais. vous connaissez Ce que votre enfant, donc c'est ça qu'il faut. C'est ça, mais c'est ce que je dis souvent aux parents, c'est que il vaut mieux aller voir le médecin pour rien entre guillemets, plutôt que de passer à côté de quelque chose. Mais tu vois, tu as dit une chose importante tout à l'heure, c'est que on connaît nos enfants et les professionnels de santé devraient peut-être, alors, je dis bien peut-être parce qu'il y a quand même pas mal de surcharge, etc. Mais se tourner un peu plus rapidement sur ces faits-là, parce que je vois alors, aucun rapport pour ma fille, mais elle avait 2 ans, j'ai vu 3 médecins parce qu'elle était pas bien, mais vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son comportement. Pour finir par me dire que c'était une rhinopharyngite, ben, un enfant qui bouge plus, qui mange pas, qui pleure même pas, qui fait plus rien. Pour moi, c'était inquiétant. J'ai fini aux urgences, 5 jours de fièvre comme ça, pour m'entendre dire, bah, elle a une pneumopathie. Mais parce que j'ai pas été écoutée en tant que maman. J'en faisais Alors, trop pour ma fille à ce moment-là, tu vois. Et je me dis, c'est dommage d'avoir perdu autant de temps et de finir par être hospitalisée plusieurs jours parce m'a pas écouté moi en tant que maman quand je disais, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était pas quelque chose d'aussi grave, mais je me dis, voilà, il y a des moments où, effectivement, il y a toujours des parents qui extrapolent, qui s'inquiètent. C'est normal de s'inquiéter pour son enfant. Mais j'ai l'impression que des fois, surtout quand c'est un premier, on, on nous regarde un peu comme si, bah, on sait pas et on s'inquiète et on en fait beaucoup trop parce que c'est un bébé. je suis d'accord, hein. Alors moi, je l'ai vécu personnellement pour mon troisième, l'enfant qui est né après Tom, euh, où à partir de 6 semaines, il commençait à téter sa langue, sa lèvre, etc. Puis il se tortillait quand il buvait des biberons. Donc on a vu la pédiatre, bah non, bah, vous êtes inquiet parce que vous avez perdu le Tom, etc. Vous en faites trop. Et puis ça se passe, il buvait 60 millilitres au lieu des 200 habituels. Enfin, c'était très très compliqué. On était voir le médecin, etc. On était aux urgences. Et puis bon, on a été sur Internet pour comprendre ce qui se passait. Comme au bout d'un moment, qu'on n'avait pas les réponses, on va faire ce qu'il ne faut pas faire. Et puis la situation s'est aggravée 1 mois, 2 mois, et puis X rendez-vous, X coup de gueule, et pas de chance, mon Taz, comme je l'appelle, il peut avoir 42 fièvres et il est extrêmement énergique. On n'a pas l'impression qu'il a 42 fièvres et tous les médecins disent regardez, il réagit bien. Non. Et jusqu'à un moment de dire, taper du poing sur la table, dire ben, il n'a pas pris 1 centimètre par 1 gramme en 2 mois. C'est simple, ça c'est clair, il y a quelque chose. Et on est tombé sur une médecin qu'on a pu orienter. Et il avait un RGO sévère, très sévère. Et puis on a changé de pédiatre à ce moment-là. En 5 minutes, il l'a vu, il a dit mais RGO avec un traitement carabiné. Puis, bon, malheureusement, il y a des conséquences, mais ça c'est aussi, je pense que c'est le cas qu'on a vécu où malheureusement on prenait nos inquiétudes sur le fait que comme quoi on avait perdu un enfant et qu'on en faisait trop. Mm. Donc, vous connaissez votre enfant, il y a quelque chose d'inhabituel, vaut mieux aller voir 1 fois, 2 fois, 3 fois que passer à côté. C'est peut-être rien, mais au moins on est rassuré. Puis c'est aussi Ouais. pour notre bien, puisque après le moindre chose, on va regarder, on va s'inquiéter, on va stresser, on va être en difficulté, on va embêter son mari parce que regarde, il a ça, tu penses que qu'est-ce que c'est faut trouver un autre pédiatre. Et on sait qu'en ce moment, enfin, en tout cas chez nous, les médecins pédiatres, c'est une espèce en voie de disparition, Mm. Chez moi donc c'est aussi. compliqué. Voilà. Donc moi, c'est ça qu'il faut apprendre. Il y a, en statistique, il y a plus de 500 bébés secoués, diagnostiqués par an en France. On voit que les cas graves, donc tous les Oui, bébés sont pas diagnostiqué, ça secoués. veut dire qu'il y en a qui passent à côté, quoi.
tout à fait. Mais allez aux urgences, voir votre médecin, parlez. N'hésitez pas à parler, déjà pour expliquer aussi vos problèmes. Ça fait partie de la prévention, les difficultés que vous pouvez avoir, et puis pareil pour constater ce que vous avez vu sur votre enfant. Voilà, ça c'est important. Ça fait beaucoup d'infos. Il y a quelqu'un qui te remercie, alors je ne retrouve pas le commentaire, mais qui te remercie justement de faire la distinction par rapport aux bébés secoués, les secouements, etc., qui peuvent paraître anodins. Eh ben, alors, un thème qui revient souvent quand on me pose la question, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit beaucoup de choses de bien et de pas bien. Oui. Euh, alors on est sur un réseau social là, donc, mais là on dit que du bien. C'est les fausses idées qu'on peut avoir. Comme je l'expliquais un petit peu avant, secouer c'est extrêmement violent. C'est vraiment violent. Donc sur mon site préventionbbsecoué.fr, il y a différentes vidéos que j'ai faites ou que j'ai rediffusées. Où on peut voir vraiment ce que c'est secouer. C'est vraiment secouer comme un prunier. C'est vraiment ça. Et donc c'est incompatible avec un geste de la vie quotidienne. Cogner son bébé sur un radiateur, sur un meuble, ça ne créera pas les mêmes symptômes que secouer son enfant. Sans faire exprès, le bébé tombe du plan allongé, de sa chaise haute. Ce n'est pas les mêmes symptômes que le syndrome du bébé secoué. Donc ça, c'est important à dire aujourd'hui. Alors ça ne va pas nécessairement faire du bien au bébé, il a d'autres signes extérieurs. Non, mais Ça, c'est sûr qu'entre une chute et le cerveau qui tape dans la boîte crânienne, il y a une différence, effectivement. Voilà. Après, les jeux. Donc déjà, il faut que le jeu soit adapté à l'âge du bébé. On va pas faire les montagnes russes avec un prématuré. Non, mais c'est important de le dire. On voit tellement de choses. Faire dada sur les genoux, ça ne créera pas les symptômes du SBS. Jeter en l'air. Alors ça, c'est souvent, il y a beaucoup de réactions là-dessus. Quand vous jetez en l'air votre enfant, je vais prendre un petit poupon que j'utilise Vas-y. dans la prévention. C'est un petit poupon particulier, je ne vais pas l'utiliser là. Mais quand on jette en l'air l'enfant, en fait, j'ai mis une petite vidéo sur mon site, vous verrez, c'est que la tête reste alignée avec la colonne. Elle n'a pas ce mouvement de va-et-vient. C'est ce mouvement de va-et-vient qui va créer un ballonnement violent du cerveau dans la boîte crânienne et choquer sur les os de la boîte crânienne, etc. On n'a pas ça. En fait, on va accompagner l'enfant en l'air comme ça, et la tête va toujours rester alignée. Donc il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, et ça ne créera jamais les symptômes du syndrome du bébé secoué. Après, il faut bien le rattraper, il faut faire attention au plafond, etc., etc. Mais aujourd'hui, pour rassurer les parents, ça ne crée pas de dommages au cerveau. Ça, c'est important. Une chose toute bête, c'est se promener. J'ai eu ça, une question, et puis je l'ai même posé moi la question à l'hôpital. On est en poussette, on est en forêt, ou un chemin caillouteux, ça a des petites secousses. Zéro risque. Zéro risque. Faut penser, il faut vraiment un mouvement extrêmement violent pour que le cerveau bouge à l'intérieur et va choquer violemment la boîte crânienne et créer des dégâts. Ça, c'est important. Un point important que on me pose, c'est le trampoline. Donc on voit pulluler régulièrement dans les jardins des grands trampolines à 3-4 mètres de diamètre. Un point important, ces trampolines-là, c'est interdit aux enfants de moins de 6 ans. Parce qu'il y a un risque aujourd'hui de foulure, de fracture, de membres supérieurs et inférieurs. Les études qu'on menées, qu'ils ont une hausse importante d'accidents à cause de ces trampolines. Donc déjà, tous les enfants de moins de 6 ans, c'est interdiction d'être sur le trampoline. Déjà. Ça, c'est important. Après, on n'a pas... Alors si, imaginons qu'on est un adulte qui fait du trampoline, on est posé son bébé à côté. Aujourd'hui, on n'est pas dans un... Il faut imaginer que ça soit extrêmement violent, en se confrontant des bonds énormes, mais ça ne va pas aller jusqu'à créer des dommages au cerveau. Mais les enfants ne doivent pas être sur le trampoline.
C'est important de le dire. Et pas C'est- plusieurs. c'est- Et pas à plusieurs. C'est comme les toboggans, etc. Il y a un certain âge. Mm. Voilà. C'est des choses bêtes. Alors on aimerait profiter, ça le fait rire, etc. Non, ça peut être dangereux. C'est comme le casque à vélo pour les enfants. C'est capital. C'est ça, mais il y en a justement qui disent, vieux machin bidule, dit que les urgences pédiatriques seront remplies de blessés dus au trampoline, avec les traumatismes crâniens et les fractures. Eh ben, Mais vieux peut-être parce machin qu'on a, bidule. Bonsoir. on n'apprend pas forcément non plus à se réceptionner justement quand on est petit, parce qu'on n'a pas cette notion du danger non plus. Donc il peut y avoir aussi les grands frères et grandes sœurs qui ont envie de faire rire le bébé, qui l'emmènent dans le trampoline, qui saute. Mais effectivement, quand tu dis le secouement, effectivement, on va avoir vraiment la tête qui va balloter, alors que sur le trampoline, a priori, le bébé est couché, donc c'est peut-être plus des bons. On n'a pas. Alors, il faut que ça soit encore pire. Il faut vraiment que ça soit extrêmement. Faut balancer une balancine, etc. Euh, c'est pour ça. C'est vraiment cette notion de violence, de mouvement extrêmement fort qui va amener le cerveau à bouger. Voilà. Je fais vraiment sur ce trampoline parce que ça revient souvent et il y a beaucoup d'accidents d'enfants. Aussi par notre line, on peut dire attention aux parents. Et, euh, et comme je sais que Vieux Machin Bidule en voit beaucoup à l'hôpital où il travaille, ça tombe bien. Voilà, ça c'est un point important qu'il fallait aborder. Qu'est-ce qu'on peut dire après? Alors, on a parlé de colère, Mhm. gestion de la colère. C'est bien la cause origine. Hein. On entend dire souvent, ah, elle a secoué, la personne a secoué l'enfant. Ouais, mais elle était exaspérée, le bébé pleurait, etc. Non, c'est un acte volontaire, c'est inacceptable, inadmissible. Et c'est bien l'adulte, l'adulte, sa capacité à gérer Mhm. sa colère, à gérer ce trop plein d'émotions qu'il a en ce moment-là, qui est à l'origine. Le bébé, à 2 mois, c'est pas de sa faute. Il Non. pleure, il faut rappeler aux parents, ça c'est très très important, que l'air bébé, il pleure, c'est normal. Mhm. C'est vraiment normal, un bébé. 95% des pleurs sont hors pathologie médicale. C'est important de le dire, que c'est son moyen d'expression pour exprimer un besoin, un inconfort, une décharge émotionnelle en fin de journée, les pleurs de décharge qu'on peut avoir. Donc ça, c'est important à dire. Et que ben, bébé, quand ça naît, la vie, la famille, du couple, elle est difficile. Il faut s'en occuper, il faut du temps, c'est des rythmes de biberon, d'allaitement compliqués. Donc la vie d'un bébé, c'est pas tout rose. Ce qu'on peut voir dans les magazines, à la télé, non. Je pense que c'est important de rappeler et de préparer. Je pense que tout ce qui est préparation, l'accouchement, tous les conseils que vous donnez Mhm. professionnels, c'est ça, c'est que vous allez être épuisé, vous allez être fatigué, vous allez être face à des pleurs, à cette incapacité à comprendre ces pleurs. On a vérifié sa couche, il n'a pas de fièvre, on a fait le bain, on a donné les biberons, on a donné la tétée, etc. Et il pleure, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Non. Donc ça, c'est important. Déculpabilisez-vous. C'est normal de ne pas comprendre les pleurs de son bébé. C'est normal. Vous ne pourrez pas tout savoir. Un bébé, ça n'est pas avec un mode d'emploi. Même moi, 4 enfants, la dernière, chaque enfant est différent, on apprend à gérer aussi. Après, on a plus d'expérience, mais et ça, c'est aussi déculpabiliser les parents. Comme les professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, pendant 20 ans, ils ont gardé des enfants. Et il se peut, et on a des cas, j'en ai rencontré, que eh bien, pour un bébé, ils n'y arrivent pas. Ils ont échangé avec les parents pour dire ben, comment le coucher, est-ce qu'il y a une musique, est-ce qu'il faut mettre un petit peu de lumière, du noir total, un doudou particulier, une façon de coucher, etc. Et ça marche pas. C'est pas de leur faute. C'est pas parce qu'on comprend pas les pleurs de l'enfant qu'on est des mauvais parents, qu'on sait pas gérer ces difficultés-là. Mhm. Pareil pour les professionnels, mais ça fait pas des mauvais professionnels. Donc à un moment donné, faut avoir se dire euh, j'y arrive pas, qui peut m'aider? La professionnelle de petite enfance, une assistante maternelle agréée par exemple, dit
j'y arrive pas, on a discuté, on a tout fait avec les parents, ben, je dis stop, parce que moi, ça me touche. Personnellement, j'en dors plus, ça me fait stresser. On dit, ben, j'arrête le contrat. C'est compliqué de dire ça, parce qu'il y a aussi un aspect pécunier, c'est une évidence. Mais à un moment Puis se donné, remettre en cause. c'est tirer la sonnette d'alarme et de se dire, j'ai vu des bébés, dizaines et dizaines de bébés, je m'en suis sorti, mais celui-là, j'y arrive pas. Et se dire stop, parce qu'à un moment donné, c'est là que le geste de trop va arriver. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, c'est accepter ses émotions. Avoir des émotions de ne pas y arriver, comme j'expliquais avant, c'est normal. C'est normal. Être en colère, c'est une émotion normale. Mhm. Ne pas savoir gérer sa colère est problématique. Chacun réagit différemment par rapport à un événement. Euh, Moi, j'en connais, quand ils conduisent, ils râlent après tout le monde. Mais c'est comme les pleurs des enfants. Certains, 5 minutes des pleurs, c'est impossible. Certains n'arrivent pas à supporter les pleurs des autres enfants. Et d'autres, ça leur fait rien. Donc il est important aujourd'hui que chacun se pose la question, qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me fait stresser? Quel est l'événement aujourd'hui qui va me faire sortir de mes gonds? Et comment mon corps va réagir? Comment mon corps va exprimer cette émotion intérieurement? Ça peut être des coups de chaleur, ça peut être des frissons, ça peut être envie de taper du pied. Ou, par exemple, ben, moi, enfin pas personnellement, mais on m'a raconté, ben, moi quand je suis en colère, je vais commencer à jurer. Puis je vais monter de plus en plus dans les aigus. Puis à un moment donné, il y aura le geste physique. Mais et c'est Ça ça. veut dire que ça implique de se connaître suffisamment aussi. Eh ben, c'est le message qu'on essaye de faire dans la prévention, c'est de savoir se détecter ce moment où on arrive à un trop-plein d'émotions. Et de se dire, mais quand je sais détecter ce trop-plein, eh ben, je vais poser mon bébé sur le dos dans son lit en toute sécurité, je vais quitter la pièce, je vais prendre ma distance avec l'enfant pour me calmer. Le bébé va pleurer dans son lit, il risque rien. Un bébé qui pleure dans son lit, il va pas mourir. Un bébé qui pleure dans les bras d'un adulte exaspéré, il risque tout. Mm. Donc c'est ça l'idée en fait. C'est, j'imaginons, moi quand je suis trop stressé, j'en peux plus, je suis à deux doigts de donner un coup de pied dans quelque chose, je sens que mon cœur bat, puis une bouffée de chaleur. Et bien, c'est de savoir se détecter ce moment pour dire stop, je mets en sécurité mon enfant, Mm. puis après je passe à l'étape suivante. Je vais appeler quelqu'un pour prendre le relais. Alors quand c'est un jeune parent, des parents c'est plus simple, le conjoint, euh, par exemple, ou un voisin de confiance, un ami de confiance. Et puis après, ben, je vais dire ben, qu'est-ce qui va me calmer moi, prendre une douche, écouter de la musique, faire un gâteau, passer l'aspirateur, euh, faire du yoga, des exercices de respiration, ou aller taper dans son matelas de son lit pour se défouler, etc. C'est-à-dire qu'aussi ça, ce mécanisme de décompression est propre à chacun. Ce que moi me calme, ben, ça ne sera pas la même chose que ma compagne, Mm. que mon frère, etc. Donc ça aussi, il faut y réfléchir. C'est pour ça que on avait mis en place avec l'association Enfance et Partage avec qui je travaille un flyer où à la fin on disait quelles sont les 3 actions qui vont permettre de me calmer, de se dire ben, je vais les noter. Et la deuxième chose, de dire qui je pourrais appeler pour prendre le relais ou pour discuter. Mm. Et de se dire ben, le samedi soir, je sais que j'ai ma sœur qui est toujours disponible parce que son mari va voir le foot, donc elle est toujours seule à la maison. Ou j'ai ma mère, entre midi et deux, elle est toujours disponible entre le travail. Ou mon voisin, le vendredi après-midi, parce qu'il est en 35 heures, il ne travaille pas le vendredi. Se dire, je note les 3-4 personnes qui, à certains moments, peuvent m'aider à prendre le relais ou discuter, ou des numéros d'écoute, Mm. C'est ce que ou j'allais dire. son médecin traitant. Alors, Enfance et Partage a créé il y a 14 ans le numéro Allo Parents Bébé. C'est pas des bénévoles, mais des professionnels de santé qui répondent aux parents pour toutes les questions des enfants de 0 à 3 ans. Donc c'est gratuit et anonyme, hein, où là, on peut apporter des solutions, on peut orienter, on peut écouter, on peut faire un suivi, etc. Et puis il y a aussi des numéros d'écoute locales, Oui. spécifiques, liés de municipalité ou autres, etc. Donc ça aussi. Après, il faut se construire. Après, on peut appeler
une amie, un médecin. Et puis pour les assistantes maternelles, alors c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas le droit de dire au mari ou une tierce personne de s'occuper des enfants qu'elle garde. Ils n'ont pas le droit. Mais on a l'infirmière puéricultrice, le médecin, ou on a d'autres collègues d'assistance maternelle, on a la RAM par exemple, qui peuvent être un soutien. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à passer ce cap-là et surtout ne pas se dire, pardon, je vais résoudre le problème tout seul. Je Ça, vais y et arriver. aussi se dire que on va pas forcément être jugé non plus. Je pense qu'il y a des parents aussi qui peuvent avoir peur d'être jugés, de se dire, bah, on n'est pas des bons parents, on sait pas faire avec son enfant. Tu vois, et de sortir justement de ce schéma du jugement des autres. Et ce serait Tout à peut-être fait. plus facile justement avec des numéros avec anonymes, comme tu disais, où justement, bah, on nous connaît pas, donc on peut dire un peu ce qu'on veut. Si vraiment on a peur du regard bah, de la voisine ou des amis ou de la famille sur ce truc de elle sait pas faire avec son enfant ou il ne sait pas faire avec son enfant. Alors c'est tout à fait vrai parce qu'il y a vraiment ce qu'on entend, enfin tu l'entends plus que moi, mais c'est ah bah ma belle-mère a dit tu devrais faire comme ci, ma mère devrait dire comme ça, même à 46 ans ma mère dit bah tu devrais leur faire ranger les jouets avant de manger, les faire se doucher, machin truc, etc. Stop, c'est votre cocon familial. Mm. À vous de trouver aussi les personnes qui pourront avoir un discours constructif et bienveillant pour vous apporter du soutien. N'allez pas appeler votre belle-mère si son seul souci c'est de vous critiquer et vous enfoncer. Ça va pas vous aider. J'exagère, hein, j'ai rien contre les belles-mères. Mais c'est important de dire ça. Appelez vraiment les personnes où vous savez qu'il y aura de l'écoute. Oui, Vous les n'allez pas personnes appeler ressources. votre frère s'il n'est pas loquace, si vos aspects de vie quotidienne avec un bébé, il ne comprend rien, ça lui passe Mm, au-dessus, il est dans les jeux vidéo, il n'a rien à faire d'autre chose que son jeu. Je pense mm. que c'est faut se construire un petit peu son petit réseau dans le cercle familial, des gens de confiance, des confiances parce qu'on peut parler de soucis personnels, pour pas qu'il y ait de jugement, Mm. parce que c'est important. Parce que sinon, si on a ce ressentiment qu'on s'occupe pas bien de son enfant, on ne rappellera pas la personne et puis on va rester avec son problème soi-même. Donc ça, c'est voué à l'échec de fonctionner comme ça, enfin, de la personne extérieure qui fonctionne comme ça avec la personne qui a besoin d'être aidée, ça ne l'aide pas. Mm. Je pense qu'il faut un esprit ouvert. Même si on n'a pas les solutions, le fait de parler, c'est pour ça que les numéros d'écoute sont souvent intéressants, le fait de parler va permettre d'évacuer aussi un petit peu la tension. Voilà. Puis une fois on est calme, on va retrouver son enfant, on va lui expliquer pourquoi on l'a laissé seul, et on va pouvoir réussir à retrouver son quotidien. Voilà, c'est important euh, voilà, c'est comme ça qu'on essaye de faire passer les messages. Mm. C'est très intéressant. T'as donné plein de pistes déjà. Ah, mais je pourrais parler des heures sur ce sujet, mais je suis désolé. C'est- Non, mais je trouve ça tellement important et ça rejoint le travail. Alors moi, c'est vraiment du travail de prévention que je fais aussi. Alors autrement parce que c'est pas par rapport au bébé secoué, mais pour moi, c'est tellement important l'accompagnement et justement de pouvoir se dire que on n'a pas toutes les réponses. Parce que moi, j'ai été éducatrice avant d'être maman et quand je me suis retrouvée maman, il y avait des fois où je ne savais pas. Pourtant, j'avais les connaissances pour. Et de se dire aussi qu'on peut trouver de l'aide ailleurs. Euh, mais je pense que c'est aussi important de connaître à minima le développement de l'enfant. Alors, pas tout ce qui est étape psychomotrice, etc., ou du développement psychoaffectif, mais de pouvoir se dire que bébé et nous, on est différents. Je vois, hier, j'avais un atelier à massage bébé, et on discutait avec les parents. Il me disait que c'était dur d'avoir repris. Alors, pourtant, il a profité du congé paternité plus long, mais il disait que c'était dur parce qu'il y avait des fois où bébé se réveillait 5, 6 fois la nuit, que d'être réveillé à 5 heures du matin, c'était difficile parce qu'après, il fallait aller au travail. Mais du coup, comme il savait que, par exemple, le cycle du sommeil de l'enfant est différent du cycle de sommeil de l'adulte, bah, du coup, ils ont beaucoup relativisé justement sur ces réveils nocturnes. Et ça leur a permis, eux, de se poser un peu plus, de se dire, voilà, c'est normal de se réveiller plus souvent. Euh, c'est un accompagnement à faire justement pour rendormir l'enfant s'il n'arrive pas à se rendormir tout seul. Tu vois? Donc, on est sur des choses différentes, mais je me dis que si on a un minimum de connaissances par rapport à tout ça, ça nous permet de relativiser aussi pas mal. De se dire, effectivement, bébé pleure,
parce qu'il y a telle et telle chose derrière. Je peux pas forcément y répondre non plus tout de suite. Parce que j'ai déjà eu ça. Oui, mais moi, j'ai besoin de faire ceci et je peux pas le laisser pleurer. Il y a une différence entre laisser pleurer son enfant 5 minutes, le temps de prendre sa douche, et de le laisser pleurer pendant 1 heure. Tu vois, il y a ces connaissances-là qui reviennent beaucoup. Comme moi, c'est des choses que j'ai beaucoup justement en accompagnement, de se poser beaucoup de questions. Il y a des parents qui se posent vraiment beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup d'informations, des informations qui sont parfois contradictoires entre justement la mamie qui dit oui, mais tu devrais le laisser pleurer, ça lui fait les poumons. Ah oui, non, mais si tu le prends trop dans les bras, bah, il a compris, donc il fait des caprices et il se sert de toi. Tu vois, toutes ces informations-là, on se dit bah oui, mais c'est mon enfant et j'ai pas envie de le laisser pleurer. Et en même temps, tu as les connaissances qui viennent se rajouter dessus. Ah oui, mais il faut pas laisser pleurer un enfant parce que ça va avoir des conséquences sur le développement psycho-affectif. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça Alors, fait qu'on ne sait plus forcément répondre non plus. Je sais pas, je je suis pense que partie loin. non, 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 c'est très très bien. Mais en fait, c'est très intéressant. En fait, l'idée, enfin, c'est pas de faire des cours pour élever l'enfant, mais c'est de donner de l'information et de dire à un parent, ben, l'enfant va se réveiller plusieurs fois dans la nuit, puis peut se rendormir. Alors c'est pas générique parce que chaque enfant est différent. Euh, et que c'est comme nous, les biberons, la première fois, on nous disait, bah, c'est tous les 3 4 heures. Puis des Mm. fois, voilà, il doit boire 30 milligrammes de plus, une cuillère de plus à chaque fois, enfin bref, etc. Je pense qu'il y a des choses de façon globale, chaque enfant est différent, mais le fait de dire, un bébé, ça va pleurer plus à partir de 18 heures, c'est les pleurs de décharge, c'est normal. Le masser pour, entre guillemets, les coliques, pour l'aider à voir. Tout ça, je pense que ça va dire aux parents que ça existe, qu'on peut avoir certaines solutions, des choses qui peuvent aider, comme pour Mm. la constipation, hein, des choses comme ça qui peuvent être difficiles pour lui, peut les rassurer. Parce que ils l'auront entendu, Mm. et donc on aura le niveau d'inquiétude sera plus le même. Ouais. Ils se poseront des questions, bien, etc. Mais ils ne seront pas dans le truc, est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc je pense que c'est ça, cet accompagnement-là est vraiment important, parce que l'information que vous donnez, donc il y a vous, vos professionnels, mais il faut penser qu'on a les infirmières puéricultrices, on a les sages-femmes aussi, qu'on voit régulièrement après l'accouchement à la maison maintenant, on a les entretiens postpartum qu'on peut avoir aussi, donc on a les revues, pas les revues, mais les rendez-vous mensuels avec le pédiatre, etc., etc. Je pense qu'il faut utiliser euh, tous ces profils de santé pour échanger, pour apprendre aussi. Pour apprendre, parce que quand un bébé qui naît, eh ben, on ne sait rien. Faut être honnête, on ne sait rien. On a fait la liste de naissance, on a acheté plus que nous réellement besoin, parce qu'on veut faire bien faire, mais on ne sait rien et on découvre petit à petit. Et ce qu'il faut vraiment dire aux mamans et aux papas, c'est que si vous faites les choses bien correctement, mais vous allez bien faire, ça va bien se passer. Voilà, vous n'allez pas mal faire l'enfant. Mm. Si vous le jetez par la fenêtre, ça va être problématique. Mais je veux dire, si vous faites des choses normales, vous allez bien faire. Et vous serez un bon père ou une bonne mère. C'est vraiment ça qui est important. On ne Mm. peut pas tout savoir, c'est sûr. Et- une deuxième chose sur les pleurs, et je voudrais pas que mon message de dire laisser pleurer l'enfant et puis vaguer à ses occupations, ça c'est dans le cas extrême pour éviter de le secouer. Euh, et puis une fois calmé, on le récupère. On le récupère. Ce qui est important aussi, et je pense que c'est important, c'est d'accompagner l'enfant dans ses pleurs, Mm. de prendre sur soi. Aujourd'hui, ça fait un bien fou pour l'enfant. Après, il y a des moyens qui permettent aujourd'hui d'aider l'enfant à moins pleurer, le portage, Mm. par exemple. Ça, ça marche à plus de 86-90%. Je ne me souviens plus le chiffre exact d'une étude, mais je crois que j'ai mis ça sur mon site. Aujourd'hui, c'est un des moyens vraiment qui aide à réduire les pleurs. C'est parce que votre enfant, vous allez l'avoir sur vous régulièrement 8 heures par jour que vous allez faire un capricieux. Non. Ça, c'est, Mais on est ça, c'est pas, c'est, génétiquement programmé pour porter et être porté. Et c'est ce que je voilà. rappelle souvent pendant mes ateliers, c'est que bébé dans le ventre,
il a été porté pendant 9 mois. Pendant 9 mois, il a été nourri en continu. D'une certaine manière, on répondait à ses besoins avant même qu'il se manifeste. Il a été massé, câliné, on lui a parlé. Et ça, c'est quelque chose que, des fois, on a l'impression que, à partir du moment où il naît, il n'y a plus tout ça. Bébé, il est habillé, on va le nourrir à heure à peu près fixe ou à intervalles réguliers. Et ça, tu le retrouves avec est-ce qu'il mange bien? Puis quand c'est un bébé joufflu, ah bah oui, il mange bien à la cantine. Est-ce qu'il fait ses nuits? C'est toutes ces petites choses-là qui, tu sais, qu'on va surinterpréter ou pas, interpréter, pardon. Ah oui, mais non, il fait pas ses nuits. Est-ce que c'est normal? En fait, on n'a pas le même cycle, donc non, lui, il fait ses nuits, pas forcément les nôtres. Et tu vois, notre état de fatigue, il faut pas non plus qu'on l'impute à bébé, parce qu'effectivement, on dort pas bien à cause de lui, entre guillemets, parce qu'il se réveille, mais c'est un bébé. Donc c'est à nous après de trouver d'autres sources, justement, pour, comment dire ça, pour nous remplir notre réservoir à nous. On remplit le réservoir de notre bébé, mais il faut remplir l'autre. C'est souvent l'image du masque à oxygène dans l'avion, justement, quand on dit quand le masque tombe, vous le mettez sur vous avant de mettre sur le bébé. Bah, tu vois, ça rejoint ce que tu disais. Bah, voilà, on n'arrive pas à calmer son bébé plutôt que de s'évertuer à vouloir le promener, etc., et de possiblement passer à l'acte de le secouer. On va le poser, nous, on va se ressourcer pour pouvoir être disponible après pour lui. C'est très très important ce que tu viens de dire. C'est déjà se protéger soi-même aussi, ou se faire du bien à soi-même, Mm. parce que l'enfant c'est une éponge à émotions et il ressentira votre stress, votre énervement et votre difficulté ça peut accentuer le mal-être de l'enfant, l'inquiétude et les pleurs. On se rend compte, un bébé, tous les bébés, ils sont pas heureux dans les bras de tout le monde. Non. Ils peuvent ressentir des pleurs, etc. On a eu le cas de nos enfants. Il y avait certaines personnes, ça pleurait, ça, on ressentait pas. Et comme nous, l'adulte, on a une sensation être plus à l'aise ou de bien-être avec certaines personnes que d'autres. Ben voilà, c'est comme ça, c'est l'être humain. Belle bébé, c'est pareil, c'est peut-être sûrement amplifié, c'est vraiment des éponges à émotions. C'est ça, vous faites semblant de pleurer, il va pas comprendre l'expression de vos visages, il va croire que c'est pas une blague, il va pleurer aussi. Voilà. Donc ça, c'est important. Si on est bien, soi, aujourd'hui, on sera plus à même à mieux gérer l'enfant. Ça, c'est aussi important. Un point important que j'accentue souvent, alors on fait un bébé à deux, on est souvent à deux en salle de naissance et ça se vit à deux. Alors maintenant, un mariage sur deux finit en divorce, etc., etc. Mais c'est important, on parlait de le rythme de vie, des biberons, etc. Si vous laissez votre femme tout gérer parce qu'elle est en congé de maternité, etc., on va dans l'épuisement, possible dépression postpartum, etc., et on va dans la difficulté. Et on accentue aujourd'hui le risque qu'il pourrait avoir pour elle, à pas rejeter ce bébé, à pas l'aimer, à pas le comprendre, à dire mais pourquoi j'ai fait un enfant, j'y arrive pas, etc. Et je pense que la ressource pour la femme, c'est aussi l'homme qui est là. La femme a besoin aussi de se reposer euh, sur, sur cette personne. Ça, c'est important. Puis dans le rythme de vie de l'enfant, de la gestion de l'enfant, faites-vous un planning de qui fait quoi. Qui prend le dernier biberon de la nuit, qui va se lever à 4 heures du matin pour donner le biberon. Faites cet rituel avec le bébé. Se dire, prenez le dernier biberon de 23 heures minuit, ça va laisser le temps de dormir à votre épouse qui va se lever à 4 heures ou 5 heures, donner le biberon, puis vous pourrez dormir avant d'aller au travail. Mm. Des choses comme ça. Se dire, et ça va donner de l'espace de vie aussi pour la personne qui s'occupe de l'enfant. Parce que Je c'est pense que clair, tu te s'occuper d'un reposes enfant. mieux justement en sachant que l'autre a son tour de garde, entre guillemets. Mais c'est ça, c'est totalement ça. C'est que aujourd'hui, on aura donné, enfin, la personne, enfin, un enfant, ça prend une énergie folle.
Entre les biberons, les couches, les bains, etc., c'est les lessives, c'est faut ranger parce que moi je me souviens la première semaine qu'on a eu mon grand dans l'appartement, hein, après le boulot je rentre, je dis mais c'est Hiroshima. Une semaine après la naissance, je connaissais pas mon appart. Voilà. Et c'est ça. Je veux dire, faut que la personne l'homme ou la femme qui s'occupe de l'enfant ait du temps pour soi. Et ce temps pour soi, c'est aussi ce temps pour souffler Mm. et pour mieux apprécier les moments avec son bébé et mieux s'en occuper et pas prendre de risques après avec. Voilà. Après, c'est compliqué pour les femmes isolées, dans des situations sociales difficiles aussi. Donc là, il y a peut-être des associations qui peuvent aider, de quartier, entre autres, si possible de la famille proche ou des amis. Euh, ma sœur qui habite au Canada me disait que quand donc son deuxième enfant est né au Canada. Et quand elle a eu sa petite dernière, eh ben, les voisins sont venus apporter des gâteaux à manger et se proposer pour aider. Moi, j'ai jamais vu ça. En France, pas du tout. Mais il y a cette mentalité-là aujourd'hui d'aider, de soutenir, de se dire, ben, vous avez besoin, ben, d'une heure, 2 heures, pour vous ressourcer. Donc c'est aussi dans la culture, on en parlait au début du live, chose qu'on n'a pas en France. J'ai l'impression qu'en France, on est dans l'excès. C'est boulot, 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 mais trop boulot. Et puis le bébé, c'est un petit peu à part, etc. Voilà. Mm. Donc ça aussi. Donc ça, c'est important. De cet accompagnement, on l'a dit au début, hein, l'accompagnement est capital. L'accompagnement dans la gestion du bébé, dans la prévention, rappeler ce qu'il ne faut pas faire et faire. Et dans tous les domaines. Et j'ai envie de dire sortir des injonctions parce que j'ai l'impression qu'on est resté sur la maman devrait s'occuper de son bébé comme si elle n'avait pas de travail et continuer à travailler comme si elle n'avait pas d'enfant, alors que on peut pas forcément tout gérer. Alors, il y en a qui arrivent très bien à tout gérer, bien sûr, hein, mais fixer ses priorités. Est-ce que c'est une priorité que la maison soit nickel, par exemple? Après, c'est à chacun de les fixer, hein, mais de voir justement ce qui est le plus important. Est-ce que de déplacer les lessives sur un jour et le reste, bah, on laisse tomber? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment important que tous les vêtements soient super nickel, bien repassés le lundi pour être portés demain, etc. Tu vois, ça c'est le genre de choses que j'invite beaucoup les parents à faire en général, de voir leurs priorités. Qu'est-ce qui est important pour eux? Voilà. Et ça permet aussi de beaucoup relativiser après sur bah, le temps qu'on a. Parce on entend beaucoup, bah, j'ai pas le temps. Oui, mais quel temps on se donne justement? Et du coup, c'est bah, les priorités qu'on veut se donner. Tu vois, moi j'ai eu une époque comme ça, à mon troisième, où je voulais absolument être dans le zéro déchet, manger bio, faire à manger, etc. C'est très bien, mais alors j'en suis vite revenue. Alors déjà, mes enfants mangeaient pas mes gâteaux. Déjà, ça m'a permis de relativiser. Bon, ben, on va peut-être repasser au gâteau industriel. Mais tu vois, se dire, il y a peut-être des priorités dedans. Et ben, si je préfère passer du temps avec mon enfant plutôt que de faire à manger, et ben, il aura des petits pots, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que enfin, on l'a vécu aussi chez nous, fabriquer la purée de carottes, etc., etc. C'est toujours agréable de faire quelque chose pour son bébé qu'il aime, etc., et qu'il en veut. Bon, souvent, il préfère le blédina, purée de carottes blédina, et qu'il tire la tête quand on lui donne de purée de carottes. Voilà, c'est un drame. Mais je pense que alors, faut essayer, mais la priorité, je pense que euh, euh, les premiers mois d'un bébé, c'est compliqué. On peut pas mener la vie, on peut pas considérer que le bébé c'est comme un adulte et on va pouvoir cadrer les choses aussi bien. C'est pas possible. Enfin, quoi, moi je ne sais jamais arrivé. Et que nos 4 enfants, ça a été pareil. Voilà. Et encore même maintenant qu'ils grandissent, c'est compliqué. Mais voilà, donc ça c'est voilà, bah, comme tu parlais des lessives, on décale, c'est pas propre si, bah, je ferai ça demain, c'est pas dramatique. Et puis le regard des autres, on s'en fiche. On s'en fiche. Si la personne est bienveillante, elle va accepter cette situation ou va dire bah, est-ce que je peux te donner un coup de main? Qu'est-ce que tu as besoin, etc. Je pense que ça c'est aussi important. Et ça soulage hein, de se dire bon, on a quelqu'un, on m'a aidé à faire ça.
J'avais une tonne de lessive, ben, on l'a pris le linge et puis on me l'a fait et puis voilà. Alors c'est pas plié comme je voulais, mais ça m'a aidé. J'ai pu souffler, j'ai pu faire une sieste pendant que mon bébé faisait la sieste. J'ai dormi 40 minutes. Voilà. Mm. Parce que souvent c'est Bah, ça, hein, dès que c'est ça, mais je pense qu'il faut aussi euh, voir quelles aides on peut obtenir. Il me semble qu'avec la CAF, il y a des aides justement pour avoir des aides ménagères, des choses comme ça. Alors, tout à c'est sur fait, du ça court terme, existe. mais voilà, c'est des choses, il faut, déjà, il faut le savoir, mais il faut oser le demander. Alors, c'est très bien. Donc la CAF, elle peut permettre d'avoir certaines aides. Certaines mutualités, Mm. on a une mutuelle de travail, permet d'avoir un nombre d'heures par semaine. Alors ça dépend, nous on a fêté ça pour notre troisième, c'est pas nécessairement au premier enfant, ça dépend des conditions, mais c'est possible. Il y a des associations qui existent de soutien aux mamans. J'espère qu'elle me regarde pas, j'ai oublié son nom, mais j'ai dû faire un post sur mon Instagram qui propose aussi des aides de maman, de mère à mère. J'ai oublié le nom. C'est mon cerveau de quarantenaire, il est plus aussi efficace qu'avant. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent exister. Alors, ça peut être au niveau national. Après, les maisons de quartier, c'est important. Les RAM, allez voir le CCS de votre commune. Allez voir, je pense que allez voir si vous êtes un petit village, il peut y avoir, allez voir au secrétariat pour voir qu'est-ce qui existe, etc. Construirez vos petits réseaux. C'est vraiment des plus que vous pouvez avoir à disposition sans surcoût, sans coût Mm. important. C'est des choses qui existent. Alors ça ne va pas résoudre tout, mais c'est des choses qu'on peut avoir. Des mondes de quartier qui existent. En fait, une association qui est subventionnée 50% par la municipalité va être. C'est bon. Voilà, on a été coupé. Ouais. Je sais pas si c'est Instagram ou ma connexion. Du, du coup, tu parlais des aides qu'on pouvait avoir, tous ces CAF, mairies, Voilà. associations. Voilà. En fait, je pense que c'est ça que je voudrais un petit peu dans les soutiens professionnels de santé ou de la petite enfance comme vous, que vous êtes un soutien capital, sage-femme, enfin, au niveau de la santé, pédiatre, sage-femme, médecin, infirmière, puéricultrice, auxiliaire puéricultrice, toutes ces professions peuvent vous aider. Il y a de plus en plus de soutien qu'on peut avoir. Moi, je connais le cercle des parents dans ma région. Il y a d'autres, comme toi, d'autres personnes qui vraiment apportent un bien fou, qui des écoutes et soutiens. Donc ça, c'est des choses qui sont, qui se démocratisent. Certaines certains rendez-vous sont même pris en charge par la sécurité sociale. Mm. Voilà, ça commence à difficilement avancer, mais je pense que c'est, il y a des cercles des parents, c'est des parents qui viennent avec leur bébé discuter entre des difficultés. Donc le premier thème c'est le sommeil. Hein. Elodie, comme Estelle Lenon, qui sont responsables, font ces cercles de parents. Ça marche très bien. Après, il y a pour des cercles de papa aussi qui existent. Enfin, Mm. tout ça, peut être lié à un hôpital, une maternité, à une municipalité. Donc, il faut se renseigner. Et il est vrai qu'aujourd'hui, tout ne tombe pas tout cuit euh, devant nous. Après, il faut poser la question à sa sage-femme. Elle connaît aussi. C'est le bouche-à-oreille, c'est le réseau qui peut exister. Donc ça, ça peut être un plus. Ça, c'est pour les parents. Pour les professionnels à petite enfance, sciences maternelles, que je pense surtout, euh, les rames, c'est vraiment essentiel. Euh, y assister au moins une fois par semaine pour les activités des enfants, mais surtout après pour en discuter avec vos collègues sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ça peut être des astuces et même voir d'autres choses que rester chez soi. Ça peut être important. Euh, infirmières de la PMI ou médecins de la PMI, ce ne sont pas des gendarmes de la PMI, ils sont aussi là pour vous soutenir. Je, je, ça, c'est important euh, de le dire. Il faut en profiter. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Après, il y a les syndicats des sciences maternelles qui peuvent aussi apporter un plus, aussi, pas que pour l'aspect juridique, mais Mm. qui connaissent aussi du monde. Donc, je travaille avec un syndicat sur la prévention du syndrome du Bessecoy. Voilà, c'est des plus. Puis après, les lignes d'écoute.
Donc Allo Parents Bébé, c'est 0811 003 456. Voilà, mais il y en a d'autres. Hein. Je défends ces partages parce que je travaille avec eux, mais il n'y a pas que nous. Il y a le 119 aussi qui peut orienter aussi. Vous pouvez faire le 15 aussi. Si pour avoir un psychologue aussi d'urgence, ça peut exister aussi. Voilà. Donc ne restez pas seul, je pense que c'est important avec vos difficultés. Et ça ne fait pas de vous de mauvais parents. Au contraire, c'est une force. Hein. Une force aujourd'hui que vous avez à dire j'ai besoin de soutien, d'aide, ou je dis j'arrête mon contrat avec ses parents parce que j'en peux plus. Et souvent, les parents, quand ils ont d'autres enfants, ils vont revenir avec vous parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de bien aussi. Donc ça, c'est des choses que je rencontre. Voilà. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Après, en support, peut-être que je peux. Donc en support pour la prévention syndrome des secoués. Donc on l'a dit au début du live. En France, la maltraitance infantile, c'est tabou. C'est très compliqué à en parler. Et donc, j'ai fait 2 flyers avec l'association France et Partage. Donc j'ai celui-là, qui est sur le syndrome du secoué. En fait, c'est une sage-femme qui avait besoin de support, donc elle travaillait dans le sud de la France, qui avait fait son propre support, qui me suivait depuis un petit moment, et qui m'a poussé l'idée de faire un support. Donc on parle du syndrome du secoué, ce qui c'est, ça, il y a beaucoup de textes, mais surtout on parle après des pleurs, de ce qu'on peut faire, des choses basiques, et puis des choses qu'on n'a pas parlé. On peut parler du massage, on peut parler de la succion, on n'a pas parlé du bain, on n'a pas parlé du portage, toutes ces petites techniques qui permettent, que tu connais mieux que moi, et que tu apportes aux parents, qui permettent d'aider à gérer un peu ces situations de stress, de pleurs. Et puis un message de prévention, de prendre la distance avec son bébé, de le poser dans son lit en toute sécurité, puis quitter la pièce pour retrouver son calme. Est-ce que ces flyers pourraient être insérés dans les boîtes qu'on a à la maternité, la boîte rose, où il y a tout un tas de petits produits? Alors, il y a la Bébé Box, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est lancée par le gouvernement avec le programme des 1000 premiers jours, qu'on a pour l'instant que dans certaines maternités, qui est censé être accompagné. Donc ces flyers ne seront pas dans cette Baby Box, pour X bonnes raisons. On est référencé dans l'application des 1000 jours. Donc on retrouvera les numéros l'Allo Parents Bébé, les flyers. Certaines maternités, en fait, il n'y a pas de règle générale. C'est bien aussi qui est compliqué. Chaque département fait pas comme il veut, mais à son propre mode de fonctionnement. Et les hôpitaux, c'est pareil, les maternités, c'est pareil. Donc, vous allez trouver dans beaucoup de maternités aussi ce flyer. Bébé pleure, ne le secouez pas. Donc, c'est le deuxième flyer qu'on a fait avec l'association Force et Partage. On retrouve à la fin ce qu'on disait. Je prévois 3 actions pour me calmer. Noter les numéros des personnes qui peuvent m'aider, etc. Donc ça, on a beaucoup de demandes. Donc ça, sur mon site, on peut les télécharger gratuitement. Ça s'imprime, c'est fait exprès. Vous pouvez en télécharger puis les imprimer autant de fois que vous voulez. C'est gratuit. Ou on peut avoir des versions papier. Enfin, c'est partage, je fournis celui-là. Et puis celui-là aussi, je le fournis à mes frais. C'est le premier que j'ai créé au départ, que j'en imprime et puis j'envoie. Je ne m'en ai pas 10 000. J'en ai pas 10 000 en stock, etc. Donc ça, c'est des supports. Après, il y a plein d'infos sur mon site, préventionbébésecoué.fr, des petites astuces, des petites idées pour gérer les pleurs. Et puis, je crois que tu en as parlé au début, que je me connectais. Un des premiers livres jeunesse que j'ai créé, alors c'était pour soutenir les victimes. C'est la rentrée Tom Bébé Secoué, celui-là. Voilà. Alors personnellement, j'ai du mal à le lire. À chaque fois, je pleure. Ah non, c'était pas le but. C'est pas le but, mais je sais pas pourquoi il me touche tellement, alors que je suis pas concernée personnellement, ou alors je suis pas au courant, mais non, à chaque fois, je pleure. Alors, j'ai en fait donc Tom, mon enfant qui est décédé à cause donc du syndrome de secoué pour les personnes qui nous ont rejoints.
était de notre deuxième enfant. Et mon grand avait 2 ans et 3 mois euh, quand il a vu son frère, enfin, il a vécu le décès de son frère et c'était compliqué à gérer notre quotidien à l'hôpital parce que Tom est resté en fait au troisième secours, on a fait un arrêt cardio-respiratoire chez elle. Coup de chance ou force Tom avait, son cœur est reparti, emmené au CHU de Saint à Besançon. 12 jours d'hospitalisation, il était dans le coma, et puis on a multiplié examens, on confirmé que son cerveau était mort, on a dû le débrancher. Et donc il a vécu tout ça, notre enfant, notre grand, et puis au fur et à mesure qu'il grandissait, il voyait le monde un petit peu avec ses yeux, et puis on a eu des questions sur Tom. Donc on lui a dit qu'il était très 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 malade, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à trouver le médicament pour le guérir, et puis après les questions étaient plus précises, et puis à 4-5 ans on avait les questions sur la mort. Très vite il a compris ce que signifiait la mort, et puis à un moment donné on a toujours cette tendance à vouloir le protéger, donc pas dire tout comme il faut, puis on s'est retrouvé aussi dans une incapacité à trouver les bonnes réponses, les réponses justes qu'il avait besoin d'entendre à son âge. Donc on a fait appel à une psy avec qui je travaillais, et on a dit cache de façon simple les choses, et puis de temps en temps, pendant 6 mois il n'y a rien, puis pendant 3 mois, et hop, plein de questions, etc. Et j'avais pas trouvé de littérature jeunesse pour parler du syndrome du Messie, enfin de la maltraitance au global. Et la psy avec qui je travaillais me disait, Bertrand, tu devrais en écrire un livre. J'ai bien ri, parce que moi c'est pas du tout littéraire, du tout, hein, du tout. Et puis 1 an après, le livre est sorti. Donc l'objectif, c'est pas de parler de la maltraitance en soi, mais d'englober le syndrome du Messie dans une histoire. C'est ça qui était important. Parce que c'est simple, hein, ceux qui nous écoutent. Vous parlez de maltraitance cash, comme ça, et dire, ah, mais vous pouvez mettre vos flyers sur votre comptoir, dans votre pharmacie, etc., ou une affiche sur le syndrome du secoué. Oula, les gens vont tout de suite dire non, ou dire, vous connaissez le syndrome du secoué mais moi, ça m'arrivera jamais. Donc ça, c'est l'approche qui est un échec. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu englober vraiment ce thème dans une histoire où c'est un petit enfant qui a été secoué, qui a un handicap, qui fait sa rentrée à l'école. Un jeu d'amitié, un lien d'amitié va se créer, et puis on va essayer de tirer la pelote de laine, en comprendre pourquoi Tom a des béquilles mais pas de plâtre. On va expliquer simplement les choses, et puis on va parler de l'acceptation du handicap, et surtout terminer par un message d'espoir à la fin. Je vous dis partout. Suspense, mais bon. Et puis après, à la fin, c'est un message de prévention construit avec la autorité de santé pour alerter l'adulte qui va lire. Donc ça a été fait pour les enfants, les parents victimes, qui voulaient en parler à la fratrie, pour eux, et puis c'est aussi pour les professionnels de santé. Pourquoi j'en parle là pour le support? Puisque ça, je ne m'étais pas prévu. J'avais pas du tout pensé à ça quand je l'ai créé. C'est que ça a été utilisé beaucoup par les assistantes maternelles. Certaines qui voulaient parler du syndrome du secoué, des pleurs, etc. Ils m'avaient pris les flyers, ils avaient affiché ça dans leur tableau à l'entrée de prise en charge de l'enfant, etc. Où ils mettaient un flyer dans le carnet de liaison. Le flyer a une durée de vie limitée, hein, c'est comme la pub dans la boîte aux lettres. Et c'est souvent jeté, c'est rarement qu'on met ce type de flyer collé sur son frigo. Hein. Et ça faisait pas effet, ça marchait pas. Et j'ai plusieurs assistantes maternelles qui m'ont acheté le livre et qui ont utilisé ça pour en parler, pour le lire et en parler. Et du fait que c'est quand même une histoire bienveillante, amenant ce sujet difficile, qui a permis en fait de créer un dialogue avec les enfants et les parents. Et un livre, on n'a pas volonté à jeter un livre dans la poubelle. Donc ça restait. Et j'ai de temps en temps, j'ai des enfants qui vont ressortir dans la bibliothèque de la centre maternelle le livre, etc., pour revoir une image ou reparler d'une situation. Et ça va permet après que l'enfant en parle aussi à ses parents, et puis pas parler du syndrome du secoué, mais parler de ce qu'on faut faire attention, pas secouer, des risques, et puis de ce qu'il faut faire. Et voilà. Et donc ça a été pas mal utilisé comme ça. C'était pas du tout prévu.
Et c'est pour ça que j'en parle de temps en temps, parce que en fait, c'est ce fait de regrouper dans le coin bibliothèque, chez le centre internet, pour partager des livres, entre autres, hein, euh, aujourd'hui, ça permet de faire passer mes messages. Et puis, Corrigan, qui est illustratrice que j'ai choisie pour ce livre, comme pour le deuxième, a fait des dessins magnifiques. Donc, ça facilite énormément aussi le tout petit succès du livre. Voilà. Il est très bien. Je pleure parce que ça me touche et que je sais que ça vient de quelque chose de réel, de palpable derrière, et que la cause de l'enfant me touche beaucoup. Mais l'histoire, oui, elle est positive malgré tout et très dans la bienveillance. Et moi, je sais que j'ai beaucoup aimé. Ça a permis d'ouvrir un dialogue justement avec mes enfants. Mais pourquoi la dame elle a fait ça, ça. Donc ça permet justement de pouvoir en discuter et c'était pas mal pour ça. Non, mais c'était l'objectif. Je voulais pas. Enfin, c'est une maltraitance, c'est une idée noire, mais faire que ça. Je veux Mm. vraiment le message d'espoir à la fin. Enfin, j'avais pas écrit toute l'histoire, mais la couverture où bras dessus, bras dessous, chacun porte la bikini de l'autre, et en fait, la dernière illustration, c'est en fait le verso de la couverture. On voit les deux enfants partir après avoir joué au foot ensemble, etc. Et de montrer que même Tom, dit handicapé, peut jouer au foot et comme un enfant normal. C'était vraiment une volonté, c'est de montrer aujourd'hui tous les parents leur enfant qui a été victime du secouement. C'est clair qu'il ne sera pas comme avant, il a été Mm. secoué, mais il pourra faire des choses et les parents peuvent être fiers de lui. Et c'est vraiment ça, ce message d'espoir que j'ai voulu vraiment donner, parce que c'était l'idée, hein, c'était pour les parents victimes, c'était une volonté forte. Et c'est un peu mon histoire, hein, c'est pour ça que je me suis lancé dans la prévention depuis 8 ans. Euh, c'est j'ai eu d'autres enfants après Tom. On aurait pu arrêter là, se séparer, faire autre chose, ou aller en dépression, etc. Et donc c'est cette volonté de se battre, euh, se battre parce que je voulais pas que mon fils soit décédé pour rien, déjà, Mm. donner un peu un sens à ça, et se battre aussi pour prouver que celle qui a tué mon fils, elle a pas tué ma vie de couple et ma vie de famille et moi. Ça c'est important. C'est important. Elle m'a gâché, elle m'a tué mon deuxième enfant, et pas le reste. Donc c'est aussi une victoire indirecte contre elle, et puis contre le syndrome de secouer cette maltraitance. Voilà. Donc c'est pour ça que puis faut être positif. C'est pour ça que j'ai voulu tourner ça dans ce sens-là. Cette ouverture, c'est vraiment ce partage entre un enfant qui est Simon, entre guillemets, je mets beaucoup de mais normal, et Tom qui a été secoué, handicapé. C'est aussi ça qu'on a besoin, et qu'on a besoin, nous, les victimes, hein, encore en vie de secouement, Mm. avec des handicaps plus ou moins grands. Ils vont vivre avec, les parents vont vivre avec, c'est compliqué, suivant le handicap. Hein, il y a des enfants qui ne marchent pas, des rééducations, ils doivent prendre tout en charge, c'est des bagarres administratives, etc., monstrueuses pour faire pour avoir les kinés, les professionnels adéquats, en France ou à l'étranger, parce que souvent en France, on n'a pas tout ce qu'il faut, pour donner toutes les chances à l'enfant, parce qu'on se dit, l'enfant, il marche pas, il a des béquilles, mais comment je serai mort, comment ça va être à 20 ans, 30 ans, etc., est-ce Mm. qu'il va réussir à s'en sortir? Donc c'est ça aussi que je voulais, c'est aussi se leur rendre hommage par ça, parce que alors ça va peut-être choquer ce que je vais dire. Moi, je considère que les personnes qui survivent avec un enfant secoué, handicapé, sont bien plus courageux que moi, qui ai perdu un enfant. Parce qu'ils ont la vie a changé, ils doivent Mm. s'occuper jour et nuit de l'enfant, voir son enfant dans cet état-là tous les jours, je pense que c'est extrêmement compliqué, difficile à vivre euh, quand le couple est encore construit et qu'encore existe encore. Voilà. Et c'est pareil pour la fratrie, c'est pareil pour les oncles et tantes, où en final, ils ont un enfant qui est plus comme avant. On l'aime toujours autant, mais on voit en handicap le crime qu'il a subi.
Mm. Et dans le De pire faire des cas, de faire le deuil de l'enfant d'avant et devoir réajuster leur vie, en fait. voilà. Et puis parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect judiciaire, mais et quand ils vont voir l'enfant qui est victime, il y a aussi beaucoup de possibilités, de chances, de malchance, que la personne qui est secouée soit jamais condamnée Mm. aujourd'hui. Pour l'aspect judiciaire, secouer un enfant, c'est passible des assises. Toutes les personnes qui secouent ne vont pas aux assises. Mm. Souvent vont en correctionnel. La difficulté aujourd'hui des dossiers de secouement, c'est de trouver le coupable. Alors si on se rend compte après coup, 3 ans après que l'enfant était secoué, c'est impossible de déterminer quoi que ce soit. Ouais. D'accord. Ça c'est clair. Donc après, c'est les examens médicaux, hein, on n'a pas parlé de diagnostic, mais c'est l'IRM qui va confirmer le secouement, le fond d'œil. Ça peut être une radio complète du squelette pour voir s'il y a eu des fractures, peut-être au niveau des côtes, etc. Ça peut être un EEG pour voir l'activité électrique du cerveau, etc. Enfin, plein d'examens qui vont confirmer précisément qu'il a été secoué, une, deux, trois ou plusieurs fois, peuvent confirmer les datations avec l'historique, les dires de la personne qui gardait, un peu tout ce qui s'est passé avant. Et puis après, c'est l'enquête de police qui va essayer de déterminer, c'est extrêmement compliqué, puisqu'on sait que c'est très rare que les personnes qu'on secouait vont avouer tout de suite. Hein. L'homme, c'est le premier qui va avouer qu'il a secoué l'enfant. D'accord. C'est clair. La femme et l'assistante maternelle, c'est dans un quart des cas, elle avoue. C'est très rare. Alors on est dans un état de déni, de ne pas accepter le geste, parce que c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, j'ai fait du mal à un bébé. Ou aussi de se dire, j'ai rien fait, c'est pas bon. Et en espérant passer entre les mailles du filet. Donc il y a beaucoup, aujourd'hui, d'enfants victimes qui voient jamais leur bourreau jugé. Puis quand il y a des procès, malheureusement, j'espère qu'il n'y a pas de personne du système judiciaire qui est là, mais malheureusement, aujourd'hui, les peines sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, alors, c'est pas notre assistante maternelle qui a été condamnée, c'est bien une personne qui a exercé cette profession. Je veux dire, il ne faut pas mettre la profession et la personne qui a commis cet acte dans le même panier. C'est bien cette personne-là qui a été condamnée, elle a eu 7 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction d'exercer. Et aujourd'hui, quelqu'un qui trafique de la drogue, etc., va obtenir plus, ou on tue un adulte, on obtiendra plus. Et dès qu'on a, c'est vrai, un acte malveillant vers un enfant, quel qu'il soit, on a toujours des peines qui sont minorées. Alors, sauf dans les cas extrêmes qu'on peut voir dans les médias, où là, je pense à la petite Lola qui a été découpée, où je pense que la peine va être plus dramatique, etc. Mais on a vraiment des cas de peine. Moi, j'ai vu des procès, parce que Foncé partage aussi, travailler avec des avocats, on soutient les familles au niveau juridique aussi, où on a des peines en sursis, où l'enfant est polyhandicapé, où la personne a avoué, etc. Et on considère, Donc là, tu es que en train de me l'enfant... dire que, par exemple, dans ton cas, cette assistante maternelle, cette personne, là, actuellement, elle est peut-être en train de s'occuper d'autres enfants. Alors non. Alors, donc le procès a eu lieu mi-octobre 2018. Donc, a été condamné à 7 ans ferme et 5 ans d'interdiction d'exercer. Nous, on a demandé un mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'on a demandé, suite au verdict après les assises, les 2 jours d'assises, qu'elle soit tout de suite emmenée en prison. Parce que si on n'avait pas emmené ça, elle aurait pu retourner chez elle et puis attendre la convocation pour qu'elle aille en prison. Donc, moi, j'avais envie de la voir, menotte au poignet et emmenée par les gendarmes. Un petit peu une envie que j'attendais depuis 4 ans. Et après, elle est censée faire 7 ans de prison. Malheureusement, le système judiciaire français est tel que on avait des remises de peine. Alors ça a été récemment un petit peu abrogé suite à des faits divers, etc., où Emmanuel Macron avait un peu supprimé la loi, mais avant, on faisait 1 mois de prison, on avait 1 semaine de remise de peine, automatique. Okay. Vous savez, on fait 7 ans de prison, et automatiquement, il y a déjà un quart de la peine qu'on fera jamais.
Mhm. Puis on peut avoir une remise de peine exceptionnelle sur un contexte bien précis. Et donc en fait, la personne ne fera jamais la peine entière et puis peut demander à un certain moment un aménagement de peine, bracelet électronique ou bah, j'ai trouvé un travail donc elle va bosser la journée puis retourner dormir la nuit en prison, etc., etc. Voilà, c'est le système français. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si encore elle est en prison. Elle était, donc toi, c'était en 2018, ça fait 4 ans. J'espère qu'elle est encore en prison, mais je pense qu'elle a déjà dû demander un aménagement pour pouvoir sortir. Mais elle fera jamais 7 ans. Elle ferait jamais 7 ans, ça on est Mhm. convaincu. Et on ne le saura jamais si elle sort de prison. C'est ça aussi qui est un peu injuste. Et surtout, je pense surtout aux femmes violées. Aujourd'hui, ben, on devrait, enfin, en tant que victime, on devrait avoir un mot à dire. Est-ce qu'on est prêt à recroiser la personne qui a tué son enfant ou la personne qui nous a violés? Mhm. Parce qu'il faut être honnête, hein, enfin, pour résumer, c'est l'absurdité du système judiciaire, en tout cas pour notre cas, mais c'est dans beaucoup de cas avec qui que je rencontre, c'est que elle a été mise en garde à vue dès le début. Les policiers ont fait un travail exceptionnel avec les éléments de l'hôpital. Elle n'a pas été mise en examen. Parce qu'en fait, comme on l'a dit dans le live au début, quand on secoue, les conséquences sont immédiates. Ce que dit l'autorité de santé, il n'y a pas d'intervalle libre entre les secouements et les conséquences. C'est-à-dire que je secoue mon enfant à 8 heures du matin, c'est tout de suite qu'il fait un malaise et que son état est critique. C'est pas 8 heures, 12 heures après. C'est-à-dire, nous, mes enfants, on l'a amené à 8 heures du matin chez elle. Il a fait son arrêt cardio-respiratoire à 14h30. Donc il s'est passé quelque chose quelques minutes avant son arrêt cardio-respiratoire. Donc c'était chez elle. On ne savait pas qui avait fait quoi, mais après les enquêtes de police ont montré qu'elle était toute seule à ce moment-là, dans la maison, donc il n'y avait plus de doute. Mhm. Et malgré tous les éléments, ben, pas de mise en examen. Une expertise a été demandée 5 mois après, février 2015, on a eu les résultats qui a prouvé 3 secouements, les dédations, et qui était bien secoué, etc., etc. Donc, suite à ça, elle a été mise en examen et remise en liberté. Donc, on parle de secouement, c'est une violence volontaire. Mhm. Je violente volontairement un enfant, mais je ne vais pas en prison. Là, pour les victimes, c'est dramatique. C'est incohérent. Et pendant 4 ans, elle a vécu en liberté, elle est passée devant chez nous, c'était pas son chemin, on l'a croisée plus d'une fois, ou un cas dramatique qui est arrivé à ma compagne, elle était au restaurant avec notre grand et notre petit Az qui avait quelques mois, profitait d'un moment de joie en famille, où à un moment donné, elle m'appelle catastrophée et elle me dit, bah, écoute, elle arrivait avec ses enfants, une copine, elle s'est assise au restaurant à côté de nous. Qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, tu payes l'addition, tu restes calme et tu t'en vas. C'est ça que les victimes voient. Et Mhm. beaucoup de parents voient la sorte maternelle qui est toujours à 50 mètres de chez eux, vit dans sa belle vie, etc. Et va passer des vacances à l'étranger. C'est aberrant. Donc, et c'est ce qui s'est passé pour elle. Hein. Elle vivait très bien sa vie. Qu'on était au tribunal, pendant la cour, elle dansait, elle rigolait, elle chantait. Quand on avait des séances d'interruption pendant le procès. Puis quand on rentrait dans le tribunal, Mhm. elle baissait la tête, elle faisait comme quoi elle était limite suicidaire. Et voilà. Bon, faut rassurer, pour ceux qui vivent dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus sévère. Et donc ça, on le voit encore comme une énième peine des victimes. Énième peine, parce que nous, bah moi, on en a pris perpète, hein, et puis les autres parents avec leur bébé victime, et tous les jours, ils voient ce qu'elle a fait subir, ce que la personne a fait subir à l'enfant. Que ce soit professionnel de la petite enfance, un homme, un mari, etc. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des typologies de secoueurs, et c'est l'homme, beau-père, oncle, mari, etc., compagnon, qui garde l'enfant, gardienne,
je vais utiliser le terme exact, gardienne qui regroupe l'assistante maternelle agréée, babysitter, organisme privé, le grand-mère qui garde le bébé, etc., 2 jours par semaine, etc. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rarement, et à hauteur de 10% dans toutes les études, la mère, qui, elle, c'est la personne qui est le plus en contact avec l'enfant. Donc voilà. Comme quoi, hein. Comme quoi, voilà un petit peu. Mais tu parlais des babysitters, moi je me rends compte que ça c'est beaucoup au noir, mais quand tu passes par un organisme, moi je me rappelle, hein, j'étais même pas encore majeure quand je suis rentrée dans un organisme de garde d'enfants. Et il y avait un petit questionnaire du style si l'enfant a de la fièvre, on fait quoi, etc. Mais à aucun moment on nous a prévu de quoi que ce soit. Voilà, si un enfant pleure, qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, je me dis c'est les bases parce qu'on se retrouve là, on a à peine 18 ans. Peut-être que certaines n'ont jamais eu d'enfants à garder et elles vont se retrouver en fait un peu lâchées en pleine nature à garder des enfants. Bah, elles savent pas quoi faire, tu vois. Et ça, je trouve ça un petit peu embêtant. Quand moi, je sais que ça m'avait choqué. Alors, bon, ma mère gardait des enfants et moi-même, j'avais déjà fait du babysitting pour les enfants qu'elle gardait, justement. Et je me dis, donc, j'avais des bases. Mais à aucun moment, réellement, on nous a dit, voilà, je veux dire, à part la fièvre, qu'est-ce que vous faites en cas de fièvre? À aucun moment, on nous a dit, voilà, c'est un bébé pleure, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Tu vois, si t'as pas la réponse. Et ça, pour moi, c'est aussi important que le reste. Et c'est quelque chose qui manque. Alors, je pense que pour tout ce qui est organisme de formation, pas de formation, mais de garde d'enfants, etc., j'ai l'impression qu'ils ne pensent même pas à ça. Tu vois? Alors, moi, je connais pas comment ça se passe dans les organismes privés, euh, mais tout le monde peut adhérer, puis s'occuper d'enfants. Ça c'est clair. Les casiers judiciaires sont pas demandés systématiquement. C'est une aberration. Euh, donc ça c'est donc aujourd'hui, sachant que en France, plus de la moitié des gardes d'enfants se font en dehors des crèches et des assistantes maternelles agréées, ça pose des questions. Mm. On a eu le débat il y a quelques mois quand le gouvernement a autorisé que des personnes non formées soient embauchées par les crèches. On a eu le cas pendant le confinement jusqu'en juillet 2022 où les assistantes maternelles pouvaient garder plus d'enfants que normal. Mhm. Donc on a une volonté aujourd'hui, on voit bien la Convention des droits de l'enfant qui a été créée il y a quelques mois sous la députée Perrine Goulet, de faire avancer la cause. Mais à l'inverse, on prend des décisions qui ne vont pas dans le sens de la protection Mm. infantile. Et ça, c'est choquant. Donc il y a bien une volonté, on a besoin de personnel, de crèches, etc., pour pouvoir donner les possibilités de faire garder, mais on crée un risque. Je ne dis pas que ça va se passer, que les gens qui sont pris, c'est des maltraitants, des pédophiles et tout ce qu'il faut, mais on prend un risque aujourd'hui. Mm. Donc je pense qu'il y a un poids de mesure, et c'est là que je trouve qu'en France, on n'a pas mis le curseur où il faut, où la priorité, c'est le bien-être de l'enfant. C'est l'enfant. Je parle pas de faire l'enfant roi, etc., mais je veux dire le bien-être de l'enfant. Donner aujourd'hui un cadre euh, clean, propre et bienveillant aux professionnels de santé pour l'enfant, aux professionnels de la petite enfance pour l'enfant. Ça, c'est important. Voilà, après on parle comme un livre, après on peut aller dans les stations agréées, hein, quand on en a visité, vous vous demandez comment c'était possible. Mm. Aujourd'hui, c'est très compliqué, et ça c'est à chaque département de gérer ça, mais il y a certains départements qui sont riches, qui sont un suivi beaucoup plus précis. Les plus pauvres, c'est extrêmement compliqué. Alors je tire pas la sonnette d'alarme, je veux pas assassiner toutes les personnes qui sont engagées personnellement dans la protection, à la PMI, etc. Mais aujourd'hui, souvent, on a un agrément, on tamponne, et puis voilà, c'est bon. Puis pendant 10 ans, on voit plus une infirmière puéricultrice. Bon. Ouais.
En tant que professionnel de la petite enfance, moi je trouve que la prévention, elle n'est pas assez importante. Alors moi par contre, j'ai dû fournir un casier judiciaire vierge, une radio de mes poumons aussi, mais et je trouve ça normal, tu vois, qu'on donne un casier judiciaire vierge justement. Mais tout le temps que j'ai passé en formation, on a vu plein de choses, notamment au niveau médical. On a revu toutes les maladies infantiles, on a vu le handicap, on a vu pas mal de choses. Mais ça, tout ce qui est prévention, de pouvoir nous aussi reconnaître les signes, on les a pas, tu vois. J'ai travaillé dans des crèches où il n'y avait pas de journée pédagogique. Et ça, c'est un manque total, je trouve. Où justement, c'est des jours où la crèche est fermée aux enfants, aux parents, pour permettre aux professionnels, justement, de parler sur des thèmes. Et la prévention devrait en faire partie. Euh, j'ai été dans une crèche où à chaque journée pédagogique, on avait forcément un temps avec le médecin qui venait en crèche. Et ça, c'était super important parce qu'à chaque fois, on revoyait les gestes de secours. Mais à aucun moment, on a parlé de signes de prévention. Que ce soit pour les bébés secoués, que ce soit pour la prévention justement pour les violences, tout ce qui est abus sexuels, etc. Rien. Et pourtant, on est en première ligne justement en tant que professionnel de l'enfance. Après, c'est une question. Je pense, il y a une question de politique. Hein. C'est les élus du conseil départemental qui vont amener la ligne directrice, etc. Après, si on pense que faut dépenser de l'argent. Moi, je vois bien dans la prévention, etc. Mais attendez, on n'a pas de sous, on n'a pas de budget. On n'a pas compris que dépenser 10 000 euros, genre des chiffres bêtes, 10 000 euros pour des flyers, des affiches de prévention dans toutes les structures, c'est déjà énorme, 10 000 euros. Euh, c'est peu par rapport à tout ce que va coûter un bébé, hospitalisation. Mmh. Moi, je me souviens, c'était plus de 6 000 euros la journée en réanimation pour Tom, plus l'hélicoptère, plus le machin, plus et quand il est handicapé, c'est c'est des millions d'euros. Et ça, on n'a Mmh. pas, on est encore à se dire, c'est un peu comme il faut demander un peu de colle, un stylo à son patron parce qu'on en a plus. Voilà, encore, etc. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est dépenser peu, mais on aura une efficacité plus importante. Et ça, c'est vraiment très, très, très compliqué à faire comprendre. Parce qu'on tape dans le budget de la collectivité tout de suite, et on oublie que au global de l'État, au global de la Sécu, etc., ben, ça coûte des millions, des millions. Ça, c'est dramatique. C'est ça. Pourtant, pour moi, c'est l'essentiel justement parce que la prévention va permettre justement de diminuer les cas. Quoi, pour moi, hein, c'est ce que je pense parce que justement, les parents et en fait toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants seront au courant et ça, je pense que ça limitera le nombre de passages à l'acte. Et si on diminue le nombre de passages à l'acte, on diminue forcément le nombre d'enfants qui vont être hospitalisés, qui auront des séquelles après. Et c'est comme pour la prévention de la sécurité routière. Je veux dire, je pense qu'on met le paquet à un moment, on va voir l'impact au fur et à mesure. Quand la Suède a passé le cap justement des violences éducatives ordinaires, on a 30 ans de recul. Effectivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain en Suède non plus. Mais on voit l'impact maintenant sur la génération de maintenant. Et je pense que c'est un cap qu'on n'a pas encore su faire en France, de se dire, la prévention, oui, elle a un coût, mais qui est moindre par rapport à ce qui va se passer après. Ça, on ne fait pas le calcul parce qu'on ne voit pas ce qu'on n'a pas dépensé encore. Et voilà. Et on voit tout de suite qu'on se doit donner. Ah mince. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Mais ça, c'est made in France. Hein. Ça, que ça soit dans les entreprises, c'est pareil. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Ouais. Je regarde vite fait. Dans les questions que j'avais reçues, je pense que tu as répondu pratiquement à tout. Si au niveau légal, il y avait une question, c'était est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes si ce sont des professionnels de l'enfance justement qui ont fait des secouements? Non, légalement, c'est aggravé quand c'est un membre de la famille, la père ou une mère. D'accord. Voilà. Après, que ce soit une professionnelle, il n'y a pas de peine supplémentaire quand c'est une professionnelle de la petite enfance, même si ça choque.
Mais quand c'est un père ou une mère qui fait du mal, oui, oui, c'est un fait aggravant. Après, il y a les violences répétées, donc ça aggrave encore en plus que si on avait secoué qu'une fois. D'accord. Bah, après, les autres questions que j'avais eues, tu y as répondu par rapport au signes, par rapport au risque pour le bébé. Il y avait une question, c'est est-ce qu'on peut soigner? Mais en fait, je pense qu'à partir du moment où c'est un handicap, ça se soigne. Pas dans le sens où Alors, il va falloir vivre avec. Ou alors il y a des degrés différents peut-être en fonction du nombre de secouements ou de la prise en charge. donc déjà en fonction des zones de cerveau qui sont touchées et comment ils sont touchés. Enfin, Tom, ça a été le cerveau était électriquement mort, il n'y a plus de signes électriques, donc il était en mort cérébrale, donc la seule conséquence, moi j'ai vu les IRM, hein, j'avais demandé à voir tout le dossier médical, et même pour un œil en initié, on se rend vite compte un certain nombre de choses. C'est tellement important les dégâts qu'on voit, le cerveau s'atrophiait et c'était facile à voir. Donc là, il n'y a plus de possibilité de retrouver un fils handicapé, même à 80-90%. Après, je pense que il n'y a pas de médicament qui va guérir, mais je pense que c'est de la rééducation. Mm. La rééducation alors après, ça dépend du handicap. Ça peut être un handicap déficit visuel, auditif, donc ça existe énormément. Ça peut être de la rééducation, ça peut être au niveau motricité, des enfants qui sont polyhandicapés d'un côté, par exemple, des enfants qui ne savent pas marcher, donc après il faut réapprendre l'équilibre, les forcer, enfin forcer la marche, etc. Donc ça existe, ça marche. Je reste dans l'aspect positif parce que j'en connais qui arrivent à retrouver à marcher et à courir, mais il fera pas comme les autres garçons, si je puis dire, etc. Mais il peut se retrouver certaines mobilités. Après, moi, j'ai eu l'occasion avec Adrien Taquet d'aller au centre Raoult-Clinchard à côté de Strasbourg. Donc c'est un centre qui s'occupe des polyhandicapés sévères. Donc ils avaient trois personnes qui avaient été secouées, bébés, qui étaient plus adultes, et c'est des gens qui sont un handicap, ils sont assis, nourris à la seringue, ou à la paille, ou à la petite cuillère, encore mais ça marche, ou ils sont ça m'a choqué. Alors, difficile de dire quel âge elle avait cette personne, 14, 15, 16 ans. Elle était harnachée, elle était un peu comme Jésus, comme ça, et puis il y avait des réactions de bébé, des mouvements de tête de bébé, des rires de bébé, etc. Donc là, c'est des cas à vie, ils vont être comme ça, et ça sera irréversible. Je pense qu'il faut parler plus de rééducation. C'est comme quand on a un accident, on s'est cassé la jambe, la hanche, etc. Bon, on va réapprendre à marcher, se forcer, forcer. Après, on a des cas moins graves, souvent qu'on parle d'handicap invisible, c'est les enfants qui ont été secoués une fois ou deux fois, et puis coup de chance pas plus, et puis au fur et à mesure de l'apprentissage, on se rend compte euh, qu'ils ont un souci. Mhm. Ils ont du mal à se concentrer, ils voient pas bien, ils sont insociables, irritables, etc. Et puis ils vont faire des séances d'orthophonie, par exemple. Donc ça, c'est une aide énorme aussi. J'avais travaillé avec une orthophoniste, on avait fait un article là-dessus. Donc ils vont faire des rééducations, ils vont faire un diagnostic, puis après ils vont établir le plan de travail. Et en fait, ils se retrouvent à faire des exercices ou se retrouvent à faire un diagnostic qui peuvent faire penser à d'autres pathologies. Mais ça peut aider l'enfant à mieux parler, à mieux comprendre, à avoir des problèmes de dyslexie et compagnie qui peuvent être traités. Après, l'enfant, en tout cas, il sera jamais comme avant. Jamais, jamais comme avant. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est vrai que je n'ai pas dû parler de ça, tiens. C'est une grosse erreur. 75% des bébés secours ont des conséquences irréversibles. Voilà. On a 25% qui survivent sans aucune conséquence majeure ou extrêmement mineure. Voilà.
Moi, j'ai un adulte, j'avais été contacté par un couple, un homme qui avait 41 ans quand il m'a contacté, il avait été secoué, il avait été perdu la vue à 40% à droite, et sa compagne m'avait contacté parce qu'ils étaient un peu inquiets, parce que d'un coup, il commençait à perdre intégralement la vue. On a des cas comme ça où euh, l'état l'état s'est dégradé à partir d'un moment. D'accord. C'est pas resté, son état n'est pas resté dans le même état pendant toute sa vie. À partir d'une quarantaine d'années, il a commencé à perdre la vue entièrement de son D'accord. œil. Voilà. Donc ça c'est possible. Un point que j'ai aussi que j'ai pas abordé, c'est vrai que c'est tard, mais au niveau de l'âge du bébé. Ça concerne quel est les bébés, c'est majoritairement moins d'1 an, c'est 2 tiers des cas moins de 6 mois. On a des cas jusqu'à 2 ans. Voilà. D'accord. Euh, Pourquoi c'est des cas, des jeunes cas? Parce que un bébé qui a 1 ou 2 mois, c'est très fragile. Puis c'est aussi les bébés qui pleurent le plus. C'est l'âge où les bébés pleurent le plus. 8 semaines, 9 semaines, après ça diminue, moyennement. Et on a mis bien en relation la notion de secouement et la notion de pleurs. Alors je dis pas que les pleurs c'est la cause du secouement, ça reste toujours la colère de l'adulte, mais Mhm. c'est que les bébés sont plus secoués quand on regarde l'âge quand ils pleurent le plus. Et même dans la journée, quand on regarde la tranche horaire de la journée, quand ils sont plus secoués, c'est quand ils pleurent le plus. Voilà. C'est pour ça qu'on a aussi des bébés jeunes, parce qu'après 9 mois, etc., et on pleure pas, même si on a des bébés qui sont secoués à 9 mois, 1 mois, mais c'est pas la même, pas pareil. Mhm. Et à 9 mois, ça réagit pas de la même façon qu'à 2 mois. Oui, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, d'attraper un petit bébé, de le secouer, qu'un enfant de 2 ans. Même Ah si oui, c'est après, possible en soi, mais je pense que la réaction de l'adulte va être différente sur un enfant de 2 ans. Peut-être que la gifle sera plus facile que le secouement. oui. Après, on a aussi toute la structure musculaire au niveau du cou qui est beaucoup plus développée à 2 ans qu'un bébé à 2 mois. On lui maintient sa Mm. tête parce qu'il n'a pas cette structure-là. Oui. Après, on réagit pas de même façon avec un bébé de 2 mois un enfant de 2 ans. Tom, il avait 4 mois quand il était décédé et il faisait 6 kilos, c'est un pack de lait. À 2 ans, je ne sais plus combien pesaient mes enfants, mais je pense que c'est un certain poids. Ça doit peut-être faire 10 kilos, je sais pas, 9 kilos, j'ai pas souvenir. Aucun souvenir non plus. Ma petite dernière qui a 5 ans fait 15 kilos, 16 kilos, au moins, oui, c'est ça. Donc voilà. Mais voilà, il y a aussi cette relation qu'on a aussi. Déjà, l'enfant, il a aussi sa propre réaction à 2 ans, Mm. donc on ne la tient pas de la même façon, peut-être. Voilà un petit peu ce que je peux te dire sur syndrome un petit peu secoué. C'est déjà pas mal. J'étais très long, je suis désolé. Non, c'est super intéressant. Je pense qu'on peut continuer comme ça. Mais effectivement, non, mais c'est très intéressant et je pense que ça permet de relativiser aussi pas mal de choses. Donc, je sais pas, si tu as fini, on va peut-être arrêter parce que je vois pas l'heure là. Ça va faire long à regarder en replay, Ouais, mais ouais, en live, c'était super intéressant en tout cas.
quoi, pour moi, mais parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Merci encore d'avoir la possibilité d'en parler. C'est Merci à important. toi et puis merci à toutes les personnes qui sont venues et qui sont revenues après Ouais. l'interruption. Voilà. Et puis s'il y a des questions, je suis toujours là. N'hésitez pas. Je vais donner mon adresse mail que je donne, même si vous voulez des flyers. C'est contact@préventionbbsecoué.fr. Voilà. Je suis censé être réactif. Tout dépend de mon état de fatigue. Généralement, je réponds dans les 24, grand maximum 48 heures quand il y a un week-end. Et puis, téléchargez les flyers, essayez d'en parler autour de vous. Ils ont été construits de façon bienveillante pour apporter les bons sujets. Voilà. Ils ont été revus avec des professionnels de santé, c'est important. C'est pas de l'invention, c'est ça qui est capital. Voilà, c'est Merci à fini toi. pour moi. Je Merci te beaucoup. souhaite une bonne soirée et Toi merci aussi. pour ton message. Merci bien, à Au bientôt. revoir. Au revoir.